cette série de conversations intimes en compagnie de l'artiste artisan Bernard Deporter. Lors de nos conversations intimes, nous aborderons un à un, comme on feuillette un beau livre, les facettes éclectiques de sa personnalité hors du commun. Un univers particulier. Bernard, nous sommes cette fois dans ton jardin d'acier pour la nouvelle conversation intime autour de l'atelier, de la manufacture et de tout ce que ça comporte. C'est magnifique, on est au milieu de 8000, je dirais, 8000 outils. On est autour de 8000 outils, 16 tonnes de matériel qui comprend les presses à découper, les presses à gaufrer, et puis alors toutes les matrices, effectivement 8000 outils, dont les plus anciens datent de 1727 et les plus récents 1890, c'est quand même pas mal. 300 ans d'histoire bientôt. Oui, magnifique. Française et parisienne. Alors tout ça, c'est arrivé dans ta vie en pleine crise Covid. Ouais. Alors ça, c'est un énorme rebondissement pour toi, j'imagine, parce que tu étais totalement dans la couture, tu revenais de Paris, tu as raconté toute ton histoire dans les conversations intimes précédentes, et arrive cette opportunité-là, où tu l'as saisie, où quelqu'un t'a aidé à trouver cette idée, ou en tout cas est tombé sur des liens, ou a fait des liens avec cette opportunité. Ça s'est passé comment? Et qu'est-ce que ça a suscité chez toi? Et comment est-ce que, peut-être en amont déjà en amont, est-ce que tu n'avais pas ce goût pour les fleurs artificielles, et pour flatter la femme en fait, pour flatter la femme, et pour de multiples raisons que tu vas peut-être nous raconter. Parce qu'il n'y a pas que l'ornement des robes avec des fleurs artificielles, c'est un monde énorme. Ben oui, donc on va reprendre alors depuis le début. Tout d'abord, dans la fameuse malle du grenier qu'on parlait dans la première conversation, qui était source de ma vocation, il y avait des fleurs en soie, dont des tiroirs du magasin de mes bisaïeuls, arrière-grands-parents, puisque ici on était une papeterie-imprimerie, on est dans les anciennes papeteries et imprimeries, qui sont ici des bâtiments du XVIIe siècle, tu vois qu'ils sont très vieux au niveau des poutres, des plafonds et des murs, et on a fondé donc cette imprimerie-papeterie en 1881. 100 ans après ma naissance, c'était clôturé par mes grands-parents. Mais il y avait un magasin, tu vois, non, il y a un locataire dedans, qui était un peu le Grand Bazar de Wavre, un peu le comparable au Bon Marché de Paris, ou peut-être la Samaritaine, mini pour la ville ici, où on vendait du cristal Val-Saint-Lambert, on vendait des prie-dieu, on vendait du jouet, on vendait de la papeterie, imprimerie, etc. Donc tout ce qui était les cahiers, les papiers, c'est un grand bazar. On envoie des publicités de cette époque d'ailleurs avec tout ce qui était vendu, et ils vendaient les fleurs en soie de Paris, avec des bijoux fantaisie. Aussi. Et donc ces fleurs qui venaient de Paris provenaient certainement de nos maisons. Ça qui est dingue. Donc il y avait un tiroir encore avec les vieilles étiquettes que j'ai toujours, fleurs assorties de Paris, et donc il y avait plein de fleurs là-dedans, des violettes, il y avait avec les prix, des étiquettes souvent en papier, avec la petite corde rouge et les prix dessus, écrits, calligraphiés à la main, sans doute par mon arrière-grand-mère de l'époque. Et donc c'était désuet, mais il y avait ça dans le grenier. Et je me vois encore petit, quand on se déguisait avec tout ça, triturer ces fleurs et ces feuillages, et me dire mais comment c'était fait? Ça, je me vois à 7-8 ans, fasciné, de me dire mais on dirait des vrais. Mais en fait c'est du faux, je touche ça, c'est du tissu, voilà, c'est assez incroyable. Ça c'est le premier souvenir. Deuxième souvenir, c'est ma grand-mère qui porte des fleurs. C'est les grand-mères qui s'habillaient donc chez Cardin, chez Jacques Fat et Balenciaga. Et donc je la vois quand elle s'habillait, elle n'avait plus les moyens de s'habiller en couture. Moi quand je l'ai connue, elle ne s'habillait plus en couture, mais elle était toujours très élégante, et elle mettait des fleurs en soie qu'elle achetait. Tu étais fasciné par ça, tu aimais ça, tu étais sensibilisé par ça. Bien sûr, j'aimais bien la voir avec ses fleurs. Je pense qu'elle achetait ça à l'Innovation à Bruxelles à l'époque. Et dans la galerie de la Reine aussi, tu vois, il y avait encore des personnes qui vendaient des fleurs et des chapeaux dans ces galeries-là. Des gants et des dentelles. Et je me souviens, oui, qu'elle achetait des fleurs, j'allais à Bruxelles avec elle et puis on achetait des fleurs. Donc ça, c'est un souvenir. Et puis elle les mettait pour rosser une tenue, une petite robe, voilà, de
de coton à pois, par exemple. Je la vois encore des robes à bleu marine avec des petits pois blancs et qui mettaient ces fleurs. Je me souviens de camélias, je me souviens de fleurs typiquement des années 70, 80, 90, qui étaient à la mode. Deuxième souvenir. Troisième souvenir, effectivement, quand j'ai commencé à travailler en tant que stagiaire dans les grandes maisons, on m'emmenait rappelle-toi, chez tous les fournisseurs, et puis on m'envoyait chez les fournisseurs, et c'est là que j'allais chez Guillet, ou que j'allais chez les Jorons, qui sont 2 maisons qui ont été rachetées par Chanel, et que j'allais chercher des fleurs chez ces personnes pour les collections. Donc, c'est une nouvelle approche. Là, je voyais pas les ateliers, mais j'allais chercher les commandes qui étaient emballées dans le papier craft, maison Dior, maison Scherer, et puis alors donc on déballait ça, et voilà, c'était souvent brodé. Ça c'était le troisième souvenir. Quatrième souvenir, c'est quand je me lance que j'ouvre ma maison en 2003. Qu'est-ce que je fais? Je fais moi-même des grandes fleurs, rappelle-toi, Art déco pour Adé Bourbon, pour sa fille Dorothée. C'était en tissu, je découpe, je bidouille des fleurs. Donc dès la première collection, on a des fleurs dans la collection. On a toutes les collections qui se suivent suivant les années. 2009, collection Rensibi de Jérusalem, où je fais des turbans, où j'inclus des pavots que je découpe au ciseau et que je chiffonne en mettant de l'amidon dessus pour les rigidifier. Je bidouille des fleurs dans ces turbans. C'est ce qui me vient. Et puis, le Prince Laurent me propose de réaliser la robe pour le 21 juillet de Claire, de la princesse Claire, pour le 21 juillet. Cette fameuse robe gris, marron glacé, magnifique, superbe. Donc voilà, une robe un peu new look. Oui. Donc je voulais me démarquer un petit peu et faire quelque chose de peut-être trop habillé, mais qui est un peu marqué. Et c'est vrai que cette robe, on en a beaucoup parlé dans toute la presse. Elle était ravissante. Et c'est vrai que c'était joli. Claire dans cette robe était ravissante. Oui, moi je trouvais que ça lui allait bien. Toujours d'ailleurs. Et donc, c'est clair que Laurent, de les cartes blanches, Claire était géniale, elle m'a fait vraiment confiance. Et donc, je dis à Maryse, qui collabore avec moi à ce moment-là, elle collabore depuis 17 ans, qu'elle me soutient Maryse, quand même le pygmalion de toute cette histoire autour des fleurs. Tu reviendras certainement à un moment. Oui, bien sûr. Et donc, Maryse, je la trouve, et puis je lui dis, écoute, il faut que je vais faire on a la robe à Princesse Claire, je vais faire une guirlande de fleurs sur cette robe. Comment est-ce qu'on fait? Donc on a l'idée d'amidonner de la soie, on a l'idée de découper au ciseau les pétales, et puis Maryse qui a fait de la peinture sur soie pendant près de 35 ans, qui a une expérience énorme en teinture pour ça, elle me dit écoute, je vais les peindre pétale par pétale moi-même. Et donc on collabore ensemble, je m'occupe du design de la robe, je m'occupe d'essayer de se mettre en forme des fleurs, et Maryse s'occupe de la teinture. Et puis on a commencé à fixer pendant 2 heures de cuisson les pétales, puis on les a mis en forme, et on a réalisé cette guirlande de fleurs dessus. Et c'est vrai que c'était la première approche des fleurs, on a commencé en les coupant vraiment en 2009 au ciseau, et c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser au métier, et que je prends mes renseignements sur Internet, et puis je vois qu'il faut des outils pour couper, qu'il y a d'autres techniques pour faire ces fleurs. Et puis, en tapant évidemment les maisons de Ligeron, Guillet, etc., j'apprends effectivement qu'il y a des emporte-pièces pour découper pour remplacer les ciseaux pour découper les fleurs, et que c'est un vrai métier d'art en soi. Donc je tape les mots-clés sur Internet et j'arrive par hasard. Et c'est là que le destin joue déjà à l'époque. En ta faveur. En ma faveur, je trouve un outil qui n'intéresse personne sous le Bon Coin. Pas eBay, le Bon Coin, qui n'était pas un système d'enchères, c'est une vente directe. Et cet outil, je vois qu'il traîne là depuis des mois, depuis plus de 2 mois, n'intéresse personne, c'est un emporte-pièce que j'ai toujours, je sais te pointer lequel. Un sur les 8000 pièces, c'est le premier. Le premier est très important. Eh ben oui, je vais te le sortir. Il est là. Sur une étagère à lui tout seul. Je sais ce que j'ai, c'est ça qui est dingue. Oui, voilà. On sait. Un emporte-pièce de feuilles de rosier. Ah oui. Et c'est écrit que c'est un emporte-pièce de feuilles de rosier, tu n'as pas la partie. Il n'y a pas le gaufroir, il est juste un emporte-pièce, voilà, et je l'achète. Ce qui est incroyable, c'est que ce vendeur, c'est la première fois qu'il teste un outil pour le vendre, sans doute pour se faire de l'argent. Et moi, je ne connais pas le Bon Coin, c'est un site français, c'est pas belge. eBay, c'est universel. Et donc, sur le Bon Coin, donc je l'achète.
Et enfin pas l'enchère, la vente se termine dans les 15 heures. Si je n'avais pas été ce jour-là, dans les 15 heures, à cette vente, sur ce site, à ce moment-là, la vente aurait été terminée, il n'y aurait pas eu d'acquéreur, ou peut-être que ça aurait été vendu, et lui n'en a plus jamais remis après. Je n'aurais pas pris connaissance de ce patrimoine à ce moment-là, si je n'avais pas acheté ce premier outil. Et donc, j'ai tout ton futur qui est dans les mains. Ton passé. Il faudrait le mettre sous cloche de verre. Dans les mains, là. Je devrais ça fait une tonne, d'ailleurs. Oui. Je devrais le mettre sous cloche de verre, celui-là. Mais ça, oui. L'histoire a commencé avec cet outil, qui n'a rien. Une seconde partie de ta vie, quoi. La deuxième phase. Je vois ma vie en 3 phases. Là, je suis dans la deuxième. Oui, c'est dans la deuxième. Je fais comme cela jusqu'à 100 ans. C'est magnifique. Tu te rends compte à quoi ça tient de temps en temps. Il y a une rencontre, ou un objet, ou une image. Dingue. Qui change Mais en plus, une partie de ta vie. Sur 15 heures. Sur 15 heures de temps. L'histoire est dingue. Oui, je dis, il y a des scènes de film dans mon histoire. Oui, alors je lui écris, je chatte avec lui sur la plateforme, et je dis, vous en avez d'autres? Ah oui, on en a des milliers. Vous en avez des milliers? Ah oui, c'est ma mère qui est là-dedans, nous sommes un atelier. Alors je crée une relation avec lui, j'achète l'outil, il me le livre, et à ce moment-là, je demande si je peux passer pour voir cet atelier. Ils acceptent. Donc je descends avec mon père en voiture jusqu'en Charente, et j'arrive dans un village perdu au milieu de nulle part, à côté de Cognac, tout près d'Angoulême, tout près de La Rochelle. On est dans ce coin-là, vraiment en Charente. On est juste à côté, je pense, de Mitterrand, qui était originaire de là. Oui. Et mon père et moi, on prend une chambre, on loge chez la chambre d'hôte, et on arrive là. Et je suis à Place du Gouffre. Ça, c'est incroyable. Place du Gouffre. Place du Gouffre, ça commence bien. Au pied d'un château féodal splendide, tout en pierre de France, dans un village de 300 habitants où il n'y a rien, mais vraiment au milieu de nulle part. Je dis, mais où on est? Est-ce que tu es sûr que c'est ici? On arrive, une belle villa, une belle maison ancienne en pierre de France, allongée avec des volets bleus lavande. Et puis, il y a une petite dame qui vient m'ouvrir, avec un accent parisien, très dynamique. Et donc, elle nous reçoit dans sa cuisine. Et puis alors, je dis que voilà, je suis vraiment intéressé par ce métier. Apparemment, vous auriez 12 outils que je pourrais peut-être vous acheter. Voilà, elle dit, ben oui, il y en a plein là-bas dans la grange. Je dis, ok. Et on commence à passer par son atelier. Et je vois des presses comme tu en as dans l'autre atelier et les grosses qui sont ici. Ah oui, toutes ces presses étaient dans le même. Ah oui, tout était là. Hein. Les presses à découper. Je vois des étagères remplies d'outils merveilleux. Elle dit, mais vous savez, ça fonctionne. Alors elle me fait des démonstrations. Donc sur une vieille presse, elle met en route la machine, elle montre comment elle découpe, comment elle gaufre. Elle dit, oh, mais vous savez, il y en a, c'est toute une histoire, hein, c'est un patrimoine ici, c'est vraiment extraordinaire. Et je dis, vous travaillez. Ah oui. Et alors je dis, vous travaillez dans quoi? Ah ben nous, on travaille pour Fauchon, on travaille et on fait de l'alimentaire. Je dis, c'est quoi l'alimentaire? Ah ben on fait des feuillages, je mets sur les bols de pain, de pralines, pour mettre sur les gâteaux, des choses comme ça. Ok, d'accord. Et alors on arrive dans une grange. Et là, je me retrouve avec des montagnes d'outils qui sont occupés de dormir depuis plus de 60 ans dans des granges. Mais alors ma question, avant que tu continues, est-ce qu'il y avait un lien avec elle ou elle a racheté cette maison avec tout ça? Elle a racheté tout ça avec la maison. Et donc, elle me dit que ça appartenait à Valran, qui est une vieille maison qui appartenait à son patron. D'accord. Valran et Van der Lich. C'était plus ou moins, c'est un peu des dynasties où tout le monde se marie entre eux dans le domaine de ce métier d'art, et donc que tout ce patrimoine provient de Paris. Je dis, ah, c'est incroyable. Alors elle dit, mais si vous en voulez, servez-vous dans la grange, genre cela vous pouvez prendre. Et donc alors je vois deux trois beaux outils. Alors je vois une fougère, je prends la fougère, c'est là mon symbole. Je vois quelques outils de rose, quelques pétales, et je rentre avec mon père, et je leur achète aussi, parce que j'avais été avec mon père pour acheter une petite presse à découper, à gaufrer comme ça, et qui est dans l'autre atelier. Et donc je commence à démarrer des fleurs de manière amateur. Donc elle m'explique qu'il faut couper au plomb, donc les dalles de plomb. Et j'ai un cousin qui me réalise, qui a tout du plomb, qui me fait fondre, qui me fait une dalle de plomb, et puis je commence à couper au plomb. C'est comme ça que j'ai commencé, pour remplacer les ciseaux, avec mes emporte-pièces.
avec un marteau, Oui. et je découpe comme ça au plomb les outils. Entre-temps, j'apprends que par une chapelière de Jodogne, que j'ai connue, qui était une connaissance de Maryse aussi, qui a un antiquaire à Bruxelles qui écoule depuis près de 30 ans un stock d'outils qui venait de France. Et donc, qui se trouvait sur le marché aux puces de Bruxelles. Et que cet antiquaire écoule depuis 30 ans auprès de tous les Américains, les Anglais, les Hollandais, tous ceux qui passent sur ce marché aux puces et qui achètent, mais à prix d'or, parce qu'ils vendaient l'outil une centaine d'euros, pièce, tu vois. Donc, et donc, j'arrive chez ce monsieur qui se situait rue Hôtel des Monnaies à Paris. J'arrive dans sa cave et je vois que ça croule d'outils aussi chez lui. Donc là, je l'achète, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent, et je l'achète peut-être pour une famille d'outils complète de feuilles de rosier. Et je vais avec quelques amis et on trie dans sa cave pendant 2 jours tous les outils. Je dis, c'est impossible de sauver tout ça. Il y a autant que chez Mme Pinault, presque, et qui était en Charente. Et chez lui, donc je mets de côté tout ce qui m'intéresse. Des caisses, en me disant, bon, ben, il faut faire je sais pas tout acheter, mais je vais sauver que la rose. Et je mets de côté tous des outils de pétales de rose, des outils de feuillage de rosier, et donc je mets tout ça de côté, en me disant, plus tard, je vais essayer de faire remplir des bourses peut-être de l'État pour essayer de sauver ces outils. Donc il me dit, je vous garantis, je mets tout ce qui vous intéresse de côté, et moi je continue à coller mon stock. Et là, on est en 2009. Et donc, 2010, excuse-moi. Et donc, j'essaie d'obtenir des aides, de remplir des dossiers de fondations, de grands noms dont je tairai le nom, et j'en remplis des dossiers à haute demande, des business plans, trucs comme ça, et je n'en sors pas et il y avait des fondations, en fait, très connues en Belgique, mais qui privilégiaient les violonistes dans d'autres domaines, plutôt que l'artisanat, c'était plutôt tourné sur le mécénat pour la musique, pour d'autres secteurs. En fait, il y a un gros problème en Belgique, c'est que, comme je t'ai expliqué dans l'ancien podcast, on ne distingue pas les métiers d'art, les artisans d'art, des artisans. Oui. Il y a une marche. Bien sûr, oui. On ne peut pas considérer comme artisan d'art quelqu'un qui va faire vêtements du perlage ou vêtements de la céramique ou des tourets, tu vois, enfin des personnes qui font ça. On peut pas comparer, et on a besoin, ils ont leur place évidemment, mais on peut pas comparer. Il y a des niveaux de qualité. C'est ça que je veux distinguer. En France, tu as des labels entreprises du patrimoine vivant pour distinguer des entreprises classiques, et tu as des labels maîtres d'art. Et les maîtres d'art, ce sont des personnes qui vont avoir un savoir-faire d'excellence qui distingue du savoir-faire de l'artisanat de base. Il y a comme une distinction entre l'artisan qui fait de la série, comme du boudin au kilomètre ou des pralines, et de l'artisan qui va faire une pièce unique, mais qui va demander parfois 1 mois pour la faire. Avec des techniques et de un matériel ou des harmonies. Ou alors, par exemple, des matériaux qui sont rares. Entre de la plume qui est du coq, de la plume de basse-cour qui est du coq, et de la plume de paradis, d'oiseaux exotiques chassés, de l'écrette qui ont été chassés il y a plus de 100 ans, il y a une marge. Entre de l'ivoire et de l'ébène, de l'or et de la résine, on n'est pas dans les mêmes cours, tu vois. Et là, en Belgique, il n'y a absolument rien, en 2024, il n'y a absolument rien qui distingue les niveaux d'artisans. Et là, on se retrouve de nouveau, on est dans un pays, on confond tout et on ne reconnaît pas ça. Or, voilà, il y a une base. Et c'est vrai que là, j'étais un peu découragé parce que de nouveau, nouveau chemin de croix, essayer d'obtenir des fonds financiers de l'État pour pouvoir, ou d'associations, de fondations, pour pouvoir reconnaître notre savoir-faire et le potentiel de pouvoir acheter, sauver un patrimoine matériel, historique, avant la reconnu à ce moment-là. Donc j'étais un petit peu découragé, vraiment découragé pendant 2010, 2011, 2012, 2013, mais de temps en temps, je retournais chez Mme Pinault, je l'appelais, je lui demandais des conseils, donc j'ai créé une relation avec elle. Et elle t'a tout gardé en attendant, parce qu'il non, parce qu'elle presque 10 ans entre les deux. Mais Mme Pinault, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle a des enfants.
et des petits-enfants. Et moi, je me suis dit, ben, le fils reprend l'activité, il avait déjà repris l'activité, et les petits-enfants, ça va être repris. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Si, le rêve, j'aimerais tellement avoir des murs d'étagères comme elle. J'imaginais ça dans cette pièce. Oui. Donc j'avais les étagères de mon grand-père, des étagères vides, des kilomètres d'étagères, des anciens magasins ici. C'était un rêve. Mais jamais, mais comment tu as acheté un patrimoine comme ça? J'ai dit non. Mais c'est dans un coin de ma tête. Je dis, il y a toujours ça. Voilà, peut-être qu'un jour. Mais je lisais plutôt le stock de Bruxelles de cet antiquaire. Je me dis, c'est inachetable. J'en ai pour des millions d'euros. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, je continue à faire des fleurs. Toutes les collections, la collection Amazon, avec toutes les fleurs noires qu'il y a fait avec les voilettes, en accessoires. On a fait des fleurs dans la collection, évidemment, la collection russe aussi, juste avant. Il y avait des robes avec des fleurs en lamé qui étaient brodées, tout était fait au ciseau, au plomb, découpé au plomb, avec les quelques outils pour faire les feuillages, je mets un pinot, les quelques outils achetés chez l'antiquaire. De temps en temps, j'allais chez lui, j'achetais un outil. Voilà, mais bon, c'était un plus parmi tant de métiers de techniques que je maîtrisais. Mais j'ai pu me perfectionner, j'ai commencé à apprendre vraiment le métier, et Maryse aussi, et on commençait à faire des belles fleurs. 2003, en 2013, en 2017, la collection Hitchcock avait plein de fleurs dessus. C'était déjà très beau, tout était brodé de fleurs. On a fait des robes de 2000 heures brodées de fleurs. Toujours au ciseau, ou cette fois-ci avec une partie de ce que tu avais déjà acheté? Avec une partie de ce qu'on avait acheté, et puis alors on avait une presse à coffrer, et puis on avait le plomb. Le plomb, voilà. Donc, avec ça, vous avez fait déjà quelque chose de magnifique. Beaucoup de jolies choses. 2019, la collection Modigliani et Soulage, il y avait quelques travaux plus détournés. Je n'ai pas fait des fleurs, mais j'avais fait des espèces d'écailles, art déco, réalisées avec des outils, etc. Et puis, on en arrive à la crise Covid. Là, on s'est arrêté au podcast différent. Et donc, Marie, toujours fidèle à me soutenir, je dois beaucoup à Marie, et elle a toute la place dans mon histoire, dans mon parcours. Si on devait faire un film biopic sur mon travail, je pense que Marie doit avoir vraiment un rôle. C'est ton ange gardien, non? Un des anges gardiens, en tout cas. Il y a ma mère, il y en a d'autres. Oui. Mais je dois dire que Marie, on lui doit vraiment tout ce secteur de la fleur. C'est elle qui a négocié l'atelier. Et donc, comment l'histoire se passe? On a la crise. Donc là, je suis confiné avec Exxon, mon ex-compagne artiste, et on est en 2020, 2021. Exxon est confiné en Chine et moi je suis ici, le moral est à zéro, on est séparés par cette crise, je n'arrive pas à me projeter pour l'avenir, je vois que le monde change, c'est terrible parce qu'on apprend que l'industrie de la mode est la plus polluante, la deuxième la plus polluante au monde, que maintenant on consomme beaucoup moins, il y a une prise de conscience du vintage qui se développe, du seconde main, donc le vintage je dis que c'est bien parce qu'on revient au rétro en même temps. Quelque part ça te sert. Oui, et puis c'est la surconsommation. Et puis je vois un article dans le Figaro qui dit des exemples d'hommes et de femmes d'affaires qui changent de vie complètement, qui ont de l'argent. Ils ont de l'argent, eux, ils vendent un appartement à 3 millions d'euros à Paris, Osmania, et rachètent des vieilles manufactures de papier peint. J'apprends qu'il y a beaucoup d'artisans qui accélèrent la retraite anticipée avec le Covid, et qu'il y a des opportunités pour l'artisanat, les métiers d'art. Et il y avait cet article des personnes qui reprenaient les manufactures, la maison d'Offard de papier peint, par exemple à Tours. Je me dis, là, il y a quelque chose qui se passe. Ensuite, je suis un peu pas dégoûté de la mode, mais un besoin de me renouveler. Là, j'arrive à 40 ans, j'ai 39 ans. Voilà, j'ai envie de montrer que je suis capable de faire autre chose. Et puis, je vise toujours cette envie de pouvoir devenir créateur à la tête d'une maison, qui a toujours été un rêve, qui est toujours en cours. Oui, c'est toujours ton rêve. C'est toujours ton rêve. Un de mes rêves. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que ça va arriver à 50 ans, plus tôt, espérons que ce soit plus tôt, mais je me sens prêt à travailler pour les grandes maisons. Et à côté de ça, je me dis, j'ai qu'une vie, j'ai envie de montrer que je suis capable de faire d'autres choses. Donc, Maryse démoralisée, Maryse entre deux confinements vient avec des tests PCR, je ne sais pas comment elle arrive à débarquer de Nivelles jusque chez moi, sans doute passer au tout fait comme ça, et elle débarque et dit Bernard, maintenant il est temps que tu penses à l'avenir. Je dis mais oui, mais quoi?
qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ça, j'ai dit, regarde, comment tu relancer? Plus personne n'achète de luxe, c'est terminé. La haute couture, on la vend plus, surtout en Belgique, déjà que c'était dur. Et elle dit, mais il faut qu'on passe en revue tout ce que tu sais faire. Tu sais faire les chapeaux, oui. Tu sais faire les broderies, oui, mais il y en a plein de brodeurs, ça manque pas du tout à Paris. Les plumes, ben oui, mais quoi, ça manque pas. Le cuir, très bien. Puis j'avais pensé avec Exxon de relancer une marque qui allait s'appeler l'Unisme, qui était une marque qui unissait l'art contemporain et l'artisanat et la mode réconciliés, parce que c'était mieux, ça ne s'apprécie pas beaucoup, parce que l'art contemporain manque d'esthétique dans l'art contemporain, et dans les arts, dans la mode, il manque du cérébral. C'est vrai, parce que c'est de la philo, et c'est de c'est presque de la psychanalyse. Hein, oui. Donc c'est très compliqué. Oui. C'est des milieux qui commencent seulement à se découvrir depuis 5 ans. Oui. Depuis 5 ans, oui. les mondes commencent à se métisser, ces mondes-là, qui se détestaient avant. Et on ne comprenait pas en fait, non? Oui, mais oui, c'est clair. Et donc, le projet, quelque chose de monter l'unisme, c'était un projet que je croyais vraiment qu'on aurait pu monter. Seulement, quelque chose a été cassé par la crise, les régimes communisme en Chine, très affaiblis par tout ça, et c'était très compliqué. 2 artistes ensemble aussi, avec 2 égos, c'est compliqué aussi. Donc notre couple, c'était assez compliqué. Mais j'ai beaucoup appris de cette relation, et c'est une relation qui nous a fait avancer chacun dans notre côté, qui a duré 4 ans, et que je n'ai aucun regret, et on a partagé des choses incroyables. Keksan m'a amené à l'art contemporain, elle m'a ouvert à tout ça. Donc j'ai une vision, et j'avais déjà amorcé avec la collection Modigliani et Soulage. Je me suis intéressé à Soulage un petit peu avant de rencontrer Keksan aussi. Donc c'est ça qui est dingue. Donc une vision qui s'ouvre à tout ça. Et cette femme, elle t'a aussi apporté, parce que les égos, oui, il en faut un petit peu aussi d'ailleurs, un minimum pour tout le monde, mais je n'aurais pas dit que tu en as en excès, moi perso, mais aussi, est-ce qu'elle t'a ouvert à tout cet art que tu adores? Je vais mettre toute la vie ensemble, mais tous ces livres magnifiques que tu as, c'est un peu elle qui t'a initié à tout ça, qui t'a fait découvrir tout ça. Elle m'a fait découvrir vraiment, apprendre à penser. La pensée. Penser. La philo. Et puis n'oublie pas que je n'ai pas été universitaire. Moi, si je suis calé maintenant dans les arts déco, dans l'histoire, etc., ce que j'étudie 9 livres à la fois. Ça n'a pas changé. C'est bien que moi, je suis un toxicomane de thé et de livres. Et donc finalement, je suis peut-être plus calé qu'un jeune qui sort de l'université à l'heure actuelle. Oui, parce que tu j'étudie tout le temps. Mais Keksan m'a appris à la philo, parce que j'ai pas fait de philo. Mais tu as un peu la philo en toi. Et peut-être en même temps, la philosophie, elle m'a quand même ouvert à penser plus loin. Elle m'a quand même, et ça me sert, parce que maintenant ma vision est complètement différente, et je continue à étudier les philosophes, etc. Donc elle m'a apporté beaucoup. C'est magnifique. Elle m'a apporté beaucoup pour tout ça. Et donc voilà, Keksan est loin. Et donc Marie dit non, il faut que tu penses à toi. Alors on repasse en revue les métiers d'art que tu maîtrises. Et puis je dis mais c'est évident, Marie, les fleurs. Mais oui. Retour à la nature. J'avais redécouvert les lectures de Rousseau. Les promenades. Les promenades, observer la lumière à travers un rayon de soleil, à travers un feuillage, les parfums, toucher les matières. C'est avec Keksan qu'on a redécouvert tout ça ensemble pendant les confinements, etc. Je dis, mais les fleurs. Je dis, mais c'est trop tard, Mme Pinault, elle a vendu son patrimoine, c'est fini. Tu penses bien, elle a arrêté en 2019. J'avais appris qu'elle avait arrêté en 2019. Quant à l'antiquaire, il avait pris sa pension, il avait tout bazardé. C'est trop tard. Elle dit, mais tu sais jamais, appelle le fils, appelle Mme Pinault. Donc j'appelle le fils, elle répond pas. Je lui fais un message sur Facebook. Et puis alors, un coup de téléphone, Mme Pinault. Bonjour Bernard, quelle date? Là, on est au mois d'avril 2021. Magnifique. Et elle me dit, vous savez Bernard, tout est là. Avec sa petite voix comme ça, tout est là. Oui, tout est là, rien n'a bougé. Si vous voulez, on peut, si vous êtes intéressé, moi je suis ouvert, on peut, à ce que vous puissiez acheter. Je dis ça à Marie, elle dit, on part tout de suite en Charente. On fait les tests PCR, les vaccins, tous les bazars, avec ma stagiaire en gestion qui était là, qui était vraiment super. Et on descend à 3 en voiture, on loue un lieu, un Airbnb, etc. On descend chez Mme Pinault. Elle nous reçoit, toute contente.
Et Marie découvre l'atelier. Et moi, je redécouvre l'atelier que j'avais plus vu depuis au moins 7-8 ans. Et là, je mesure le potentiel. Je dis, ça, Marie, on ne va pas laisser passer. Marie dit, mais Bernard, c'est fou. Acheter tout ça, mais t'imagines ce que ça représente comme budget, ce que ça représente comme patrimoine. Mais c'est pas possible. Il y a combien de tonnage? Je dis, que je sais pas. Allez faire des choix. Je dis, alors quoi? On chauffe que la rose, on achète une presse, une ou deux à gaufrer. Et puis je dis, non, toi, vas-y, tu peux pas séparer un patrimoine comme ça, historique. On achète tout. Oui, tu achètes la famille. Mais comment? Entre-temps, donc on mesure le patrimoine, Mme Pinault nous donne déjà, elle dit, vous pouvez avoir ça, donc elle nous donne déjà les vieux herbiers du 19e siècle avec tous les catalogues d'époque, et elle dit, vous voulez quelques outils, vous pouvez servir dans la grange, vous les prenez, je vous les donne déjà ceux-là. Donc voilà, alors on recherche la voiture, on prend des pistils, etc. On se dit, bon, on va prendre déjà ce qu'elle nous donne pour faire un crowdfunding. On va demander des fonds publics, on n'a pas d'argent, je finis la crise, j'ai pas d'emprunt, pas de dette, j'ai plus de pognon sur les comptes, plus rien. Donc il faut... comment on va trouver l'argent? Entre-temps, Laure Capitani, qui est une amie à moi, qui s'occupe du Test Lab à Liège et à Bruxelles, Laure Capitani, c'est une personne qui me suit depuis des années et qui fait partie du centre Wallonie-Bruxelles, qui réunit les Wallons et les Bruxellois pour réunir la mode et le design entre eux. Et elle me dit, mais tu sais Bernard au téléphone, elle me dit, il y a une bourse qui s'est ouverte, évidemment on n'est jamais au courant en tant qu'indépendant qu'il y a des bourses et des aides, il y a une bourse qui se clôture à la région Wallonne, mais tu dois dépêcher, parce que elle nous dit ça le vendredi qu'on revient chez Mme Pinault, elle nous dit ça se termine vendredi, à midi, lundi, et si tu remplis ce dossier, tu peux peut-être essayer d'obtenir un fonds de la région Wallonne, qui ça pouvait monter jusqu'à des 30 000 euros, pour relancer l'artisanat, les arts, etc. en Wallonie. Elle nous dit ça le vendredi à 5 heures et il faut rendre le dossier le lundi à midi. Il demande un business plan, oui. Il demande un questionnaire à remplir, tout ça en 2 jours. Folie. Ma stagiaire dit, Alexiane me dit comme ça, parce qu'elle s'appelle Alexiane, ma stagiaire, elle me dit, écoute Bernard, on va travailler jour et nuit. Alors on a Maryse, moi et Alexiane, on travaillait à 3, à remplir avec business plan tout le bazar. Heureusement que j'avais justement une stagiaire en gestion à ce moment-là, parce que moi les chiffres c'est une catastrophe. On bosse, on remplit ce dossier, on le remet dans les temps, on croise les doigts, puis on se dit bon ben, ça passe pas. Si on a un peu d'argent, c'est toujours ça. Et non, on est focus sur la campagne de crowdfunding. On lance la campagne de crowdfunding, on obtient 9 000 euros. Génial. On dit à Mme Pinault, Mme Pinault, on bloque l'atelier, ne vendez rien à personne, on a déjà 9 000 euros, on peut déjà commencer à négocier quelque chose. Entre-temps, on a les résultats au mois de septembre 2021 qui nous dit vous avez gagné, vous êtes le premier lauréat de la première fois que je gagne ma vie, enfin que je gagne quelque chose, je joue l'auteur, etc. Premier lauréat et je gagne 20 000 euros, une belle enveloppe de la région Wallonne de 20 000 euros. On a demandé 30 000, on a eu 20 000 et on a été les premiers lauréats. Et avec ces 20 000 euros, donc c'est de l'argent qui peut être débloqué pour l'achat de l'atelier. Extraordinaire. Donc, on réorganise un voyage, cette fois, avec une amie qui est photographe, qui s'appelle Patricia, Yvan, qui est là dans l'aventure, encore un ange gardien, Yvan. C'est lui qui est topper, qui s'occupe de toute la logistique des défilés. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est technique et tout ce qui emmerde dans mes défilés. Il est vraiment génial. Et on fait un voyage, de nouveau, avec les tests PCR, tout le bazar, avec ma mère en même temps. Et on redescend chez Mme Pinault, et là on va pour essayer d'estimer le tonnage. C'est la folie. Mais tu descends déjà avec un camion. Non, pas encore. On y va juste pendant, donc jusqu'à Bordeaux et puis jusqu'à là-bas, pour estimer et organiser un voyage. Comment tu déménages un atelier et négocier l'atelier. Et là, Maryse avait déjà dit qu'on avait une enveloppe, qu'on avait avec le crowdfunding obtenu 9 000, et puis pour négocier le reste. Et donc, on dit à Mme Pinault, vous savez, il faut financer le voyage.
On n'a pas d'argent parce qu'il faut. Oui. Alors on avait des devis pour le tonnage, des devis à des 7 000 euros, des 8 000 euros, des 9 000 euros, des 15 000 euros pour déménager. Presque tout notre budget pourrait partir dans le transport. On va pas en sortir. Donc là de nouveau, qu'est-ce qu'on va sauver? Et puis il faut relancer la machine, il faut faire un site internet, il faut faire des business plans, il faut racheter du matériel, il faut réaménager les bâtiments, les ateliers, etc. N'oublie pas que pendant le confinement, j'étais avec Exxon, j'avais par instinct commencé à faire trier, enlever mes stocks de patrons, vendu certaines machines à coudre que j'utilisais plus. J'avais commencé à préparer, faire de la place et aussi commencé à vider toutes les pièces dans lesquelles on est, qui étaient remplies de bazar de mes grands-parents, pour, au cas où, s'il y avait un déménagement, que ce soit vide pour relancer, réaménager une entreprise. Rectifier le tir. Et Maryse commence à parler à Mme Pinault. Donc Mme Pinault, voilà, on a déjà une enveloppe donc de 9 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec 9 000? Ah, mais c'est déjà une bonne somme. Vous pouvez déjà avoir ça. Ok. Et écoutez, on a pu obtenir une bourse, mais sachez qu'on va financer le transport, tout le bazar, les logements pour les équipes qui viennent m'aider. Voilà, c'est pas comme ça. Moi, je suis dans la pièce à côté. Marie, comme elle dit, cliché, elle dit, on entendait les étagères qui tremblaient comme ça. Je dis, mais elle n'arrivera jamais à négocier ça. Enfin, c'est pas possible. Elle me dit, écoutez, si on vous rajoute encore 9 000 euros et on vous débarrasse de tout ce patrimoine, vous serez tranquille. Voilà, sachez que Bernard va pérenniser ce patrimoine. Il va en faire un musée. Il va vivant. On va essayer on avait expliqué que notre but c'était pas forcément de faire de l'argent, le but c'était de sauver un patrimoine, le pérenniser, parce que entre temps, on avait appris que les concurrents qui étaient dans la fleur, qui sont très peu, parce qu'on n'est que 5 au monde à avoir les outils à une collection pour le faire, souvent coupaient les manches de ces outils pour utiliser des presses contemporaines pour aller plus vite, pour découper. Et donc ils mutilent des outils anciens. Parce que ça fonctionne depuis 300 ans de la même façon, et ils les coupent. Et ça, ne voulait pas que ce soit coupé. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Je peux me permettre de dire quelque chose pour les personnes qui t'entendent. Ces moules, ce qu'ils veulent couper, tu parlais des personnes qui voulaient couper ça, c'est un peu comme un manche. C'est un manche. Comme un manche, et c'est un peu comme un départ d'artichaut, la tige d'un artichaut. Exactement, voilà. exactement. Donc voilà, donc ils coupaient ça quand on parle de mutilation, comme ça les gens comprennent ce que ça veut dire. Ils coupaient pour que ce soit standard, parce qu'en fait tous les outils ont des hauteurs différentes, tu vois. Et en fait ils sont adaptés pour des presses. Notre plus ancienne presse qui est derrière toi date de 1835. Je sais pas si t'imagines, tous les débuts de l'ère industrielle. Et en fait, on a 3 presses à découper de 600 kilos qui sont des monstres. Et donc, ces outils sont adaptés à la presse. Donc, tout est étudié depuis plus de 200 ans pour que ce soit fonctionnel. Et c'est une vraie industrie déjà de l'époque. Et donc, Mme Pinault, on n'aurait jamais supporté qu'on puisse faire ça. Mais c'est pas tout. C'est qu'elle avait une autre personne qui était intéressée, qui était aussi un Belge, qui voulait lui acheter des outils et qui lui avait pris une centaine d'outils et une presse pour aller en Pologne pour faire des fleurs en Pologne. Et ces personnes n'ont jamais payé. Non seulement n'ont jamais payé les outils qu'il avait pris, la presse, mais en plus, ces personnes qui étaient des Belges avaient mis ça dans les mains de Polonais qui ne savaient pas maîtriser le matériel. Ils ont écrasé les outils et abîmé les outils. C'était foutu. Ils ont écrasé parce qu'il faut savoir manipuler ce matériel. Ça se fait pas comme ça. Et donc, elle était un peu dégoûtée des Belges qui n'avaient pas payé non plus de ce patrimoine. À côté de ça, elle ne voulait pas que ça aille à certains concurrents dont je tairai le nom, parce qu'ils mutilent les outils pour mécaniser et qui cadenassent les métiers et qui empêchent la concurrence pour avoir le monopole. Mais je tairai les noms de ces maisons. Donc du coup, elle ne voulait pas parce que aussi ces maisons concurrentes qui sont à Paris étaient les concurrents de son patron et qu'elle voulait qu'il y ait une fidélité à son patron et que ça aille plutôt à des personnes comme moi. Elle savait que moi j'étais un passionné, elle me connaissait depuis 10 ans, il y avait une relation qui avait été faite. Marie lui dit, ben voilà, si on vous repropose une nouvelle somme, est-ce que vous accepteriez que Bernard ait tout? Elle dit, ben c'est d'accord. Donc elle a été assez directe. Directe. Et je dis, mais c'est hallucinant. Donc voilà, j'avais la garantie qu'on avait tout.
Et donc encore un peu d'économie pour pouvoir déménager, payer le déménagement de tout ça. Et donc on a pu acquérir l'atelier. Et là on essaie d'estimer le tonnage. Et puis il a fallu réorganiser le voyage suivant pour déménager les Feston. Tout ça en 2021. Tout ça, alors non. Donc C'était déjà en 2022. alors ce qui est dingue, c'est que quand j'ai appris que j'avais la bourse, c'était en septembre, et quand Mme Pinault a dit que je pouvais avoir, que c'était ok, c'était le 22 novembre, la veille de mon anniversaire, où j'avais 40 ans. Donc pour mes 40 ans, j'avais mon premier cadeau. Magnifique. Quelle belle histoire. C'est une belle histoire. Ouais, donc je sors de la crise de 2021, du deuxième ou troisième confinement, avec une assurance vie, que je peux me réinventer indéfiniment, pour mes 40 ans, avec un patrimoine unique, où j'ai pas de concurrents, très peu, parce que je venais d'un secteur de la mode où c'était horrible, où j'avais une concurrence, on m'a fait tellement de mal dans ce métier de couturier, et j'ai une assurance vie que je peux me réinventer je me suis battu pour l'avoir, et Marie m'a soutenu, et mes amis m'ont soutenu, de pouvoir recommencer une histoire, continuer ma maison, parce que je ne savais pas si j'allais savoir la continuer, évidemment. Continuer le nom de Porter, en me réinventant dans un secteur où je n'ai plus de concurrents, où c'est pas me concurrencer, puisque j'ai un patrimoine unique, mes outils sont uniques, etc. Pouvoir me réinventer, montrer que je sais faire autre chose, mais en plus réinventer le métier, parce que non seulement je vais pouvoir, ce qu'on va expliquer dans la deuxième phase de cet épisode, c'est que je vais réinventer le métier dans les arts déco, dans l'art contemporain, avec le bagage que Kingston m'a appris, et en même temps donc me réinventer complètement et pouvoir m'exprimer dans tous les arts déco et l'art contemporain, et en même temps de faire de l'archéologie industrielle en retrouvant la qualité de la belle époque, avec la garantie aussi de pouvoir refaire un métier extraordinaire. Mais t'imagines, j'ai 40 ans. Oui. À ce moment-là, j'obtiens la veille de mon anniversaire, mon cadeau d'anniversaire. Tu reviens le jour de tes 40 ans. La première fois que je gagne quelque chose dans ma vie. Oui. Première fois à 40 ans que la vie me fait un cadeau. Parce qu'on m'a jamais fait de cadeau. Cette date clé. C'est dingue. Pour un retour. Je peux te dire que mes 40 ans, dans mon atelier, j'ai fait la fête avec tous mes amis. Oui. C'est comme si tu gagnais au loto. Oui. C'est le même sentiment. Et avec tous les horizons ouverts devant toi, la porte ouverte. Alors donc on fête mes 40 ans, en 23 novembre, là je prends une assurance, on sent que les étoiles se sont alignées. Pour la première fois, tout le monde disait oui mais tu verras un jour, ça va débloquer ta carrière, les étoiles ont aligné. Oui, les étoiles à un moment donné s'alignent. Oui. Après à parler dans le podcast précédent toutes les difficultés, et en surfant, parce que je ne vais pas être dans les détails, ça ne sert à rien, et je n'ai pas la rancœur, et ça m'a fait grandir, et ça m'a fait mûrir. Là, oui, quand j'ai senti à 39 ans un basculement dans mon énergie. Je ne sais pas expliquer. Une maturité, une espèce de lâcher prise. On parle toujours de ce fameux lâcher prise. On parle des lois d'attraction. Il y en a plein qui n'y croient pas. Moi, j'y crois fermement. Je suis la preuve formelle que les lois d'attraction sont réelles. C'est-à-dire que c'est une espèce de sensation d'un lâcher prise, d'une confiance dans la vie. J'ai tout testé, les lois d'attraction, les méditations, ces trucs-là, ça marche pas comme ça. Il y a, je pense, c'est un déclic dans la maturité de l'être, d'un lâcher-prise, d'une acceptation de ton vécu, etc., de la maturité, hein, c'est une certaine, un alignement qui est inexplicable. Je pense que chacun a ses étoiles qui s'alignent à un moment donné. Parfois, c'est à 20 ans, comme ça a été pour Saint-Laurent. Parfois, c'est à 53 ans, comme ça a été pour Karl Lagerfeld, quand elle a repris Chanel. Oui, c'est vrai. Et il y a un déclic, et là, les étoiles s'alignent. Et il y a une accélération à 39 ans, pendant l'année de mes 39 ans, donc en 2021, qui ont fait que j'aboutis à mes 40 ans avec ce cadeau. J'espère que Mme Pinault va venir voir cet atelier et voir ce qu'on est occupé d'en faire. Oui. Il faut qu'elle vienne voir, parce que je pense qu'elle va avoir les larmes aux yeux en voyant tout son patrimoine qui est maintenu et je veux la mettre en avant. Elle veut pas, c'est quelqu'un qui veut rester très discrète et voilà. Mais je veux qu'elle mesure ce qu'on en fait et que ce sera pérenne après moi. Parce qu'à 40 ans, je pense déjà à l'avenir. Faire classer, en faire une fondation, et que ça soit un patrimoine qui continue à être vivant. On va en parler après. On va en parler après, oui. Donc, voilà, on organise le déménagement au mois de janvier,
Il fait glacial en Charente. On est en janvier 2022. Notre transporteur, on trouve un jeune transporteur génial qui est passionné et qui arrive à nous faire le transport. Donc on repart tous les amis. Et en 3 jours, on était sous comme la Pologne à boire du cognac on était déjà sous à respirer les cognacs et les distilleries de Pinot qu'il y avait partout. Et donc on déménage. Alors on avait loué des 150 boîtes noires solides. Les boîtes faisaient 100 kilos chacune. T'imagines? Là, on avait des ceintures, on s'est pété nos dos à transporter ces outils. Donc, les 4000 outils qui étaient sur les étagères classés, et puis les 4000 outils qui étaient dans les granges. Et j'ai les vidéos de tout ça, et on a des fous rires terriblement, Maryse et moi. On est sur la fatigue, on est sous en même temps, parce qu'on déménage tout ce... Ces stocks ne déménagent pas comme ça. Il y a des machines qu'on a dû tirer avec des treuils comme les Romains, avec des dénivelés des dénivelés en fait de marche dans les ateliers pour pouvoir tirer ces tresses de 600 kilos pour les amener dans les camions, des palettes et sans s'écraser, sans se blesser. C'était quelque chose. Et donc des montagnes d'outils. Pénalpi nous dit, vous savez, dans les greniers, nous avons encore tous les stocks de tissus vintage de la belle époque. On monte dans les greniers, on trouve des stocks d'outils extraordinaires. On pèse le camion, c'est là qu'on sait qu'il y a 16 tonnes. Parce que le camion était pesé. Donc tu avais un camion je pense de 9 ou 10 tonnes qui est aussi grand qu'un camion de Deleuze ou du Carrefour, énorme, et puis l'autre camion qui un autre plus petit, mais en tout ça faisait 16 tonnes. Et donc on transporte tout. On arrive à tout fourguer dans les... Et moi je suis dans un rêve. C'est une expérience inimaginable. Un déménagement comme ça, c'est une expérience de dingue. On est une grande famille. C'était la même famille. N'oublie pas que j'avais fini mon défilé en 2019. On a le confinement. Pour moi, tout est à l'arrêt, tout est foutu. Je ne sais pas comment me réinventer. Et puis là, je revis une histoire avec une adrénaline aussi forte que les défilés. Parce qu'on a oublié de le dire quand je faisais mes défilés. Pourquoi je fais ça? C'est pour les 3-4 minutes avant un défilé. C'est quand tu es sous pression dans 6 mois pour sortir une œuvre qui est la collection et qui tu vas être jugé devant un public et cette tension, je le fais pour cette adrénaline-là. C'est le même trac qu'un artiste avant de rentrer en scène ou sur des planches. C'est tout artiste dans le cinéma, la chanson, etc. peuvent vivre ce trac et peuvent savoir ce que c'est. Et j'attends qu'une seule chose, c'est pouvoir signer un contrat dans une grande maison pour devenir créateur et revivre ce trac. Mais là, le trac du déménagement, c'était vraiment le même. La même adrénaline, le côté magique, l'excitation. Et après, toutes mes étagères pendant, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, que j'avais vidé les ateliers chez moi pour aménager, recevoir ce patrimoine, donc j'avais la garantie que j'avais, pour repeindre ces étagères qui dormaient dans des greniers ici, de mes grands-parents, pour les remettre en couleur. T'as vu le nombre d'étagères remettre en couleur, refixer ces étagères sur les murs avec des pitons pour que ça tienne, pour pas que ça dégringole. Ça pourrait tuer quelqu'un. Tout aménager, tout penser déjà comment j'allais le faire, et puis recevoir ce patrimoine. Alors la grosse angoisse, c'était sur les aires d'autoroute, parce que les transporteurs voulaient faire le transport en une traite, de peur que de se faire voler les outils sur l'autoroute pour le métal. Pas oublier que le patrimoine est en acier trempé et en cuivre. D'accord. Et donc, il y avait une angoisse de ça. Et tu sais pas assurer ça. Et vous l'avez fait en une fois. Tout doucement. On arrive, on bloque la rue, et on a une quinzaine de palettes qui arrivent ici. Ça a dû organiser quelques jours de blocage de rue, non? Non, on a fait tout en 2-3 heures. Quoi? Tout ça? On est très efficace. Pour amener dans le garage. Et après le garage, pendant 2 mois, il a fallu que j'amène caisse par caisse avec un diable, traverser tout mon jardin Macro pour arriver dans ce qui devient mon jardin d'acier, ici. Oui. C'est là que je commence à planter dans le jardin les fleurs, créer le jardin d'essence, comme je le bâtis. N'oublie pas qu'on a 4 jardins. Jardin d'essence, jardin d'acier, jardin de soie, jardin d'hiver. On va les décrire après. Et donc, je commence, pendant 6 mois, à avoir des montagnes de caisses ici dans la pièce. Tu ne sais pas te mouvoir tellement qu'il y en a. Et je commence à ouvrir boîte par boîte.
Et là, je mesure le trésor que j'ai ramené. Je suis revenu avec un trésor. Pour une fois qu'un patrimoine belge qui fout le camp en France, parce qu'on avait les meilleurs artisans du monde. Oui. Sous Léopold II, on avait les cristalleries, on avait des artisans extraordinaires, et tout est parti. On a tout perdu en Belgique. On n'a rien conservé. À commencer par l'architecture à Bruxelles, la bruxellisation qui a bousillé tout notre patrimoine, nos villas Horta, etc. Le Belge n'est absolument pas reconnaissant de notre patrimoine, etc. Et ça, je le dis, et j'en suis vraiment tellement attristé. Peut-être qu'en Flandre, on commence à conserver, à protéger, à classer. Oui. Mais en tout cas, le patrimoine industriel, je peux prendre le meilleur exemple, c'est De Backer à Bruxelles. On avait le meilleur passementier du monde qui faisait les bouillons d'or. C'est-à-dire, c'est comme les épaulettes militaires en passementerie d'or. On avait des machines, des métiers de passementier qui avaient 200 ans en bois. Tous les musées de Bruxelles les ont refusés parce que ça coûtait trop cher pour démonter et reprendre ces métiers. Ils ont fini à la casse. Et je peux le dire parce que Maryse a croisé Gérard Wathelet, qui était scandalisé d'apprendre ça et qu'il a vu sous ses yeux que tous ces métiers ont été détruits sous ses yeux. Moi, je l'ai appris dans le milieu de Bruxelles, des Marolles. De Backer, c'est une honte. C'est la même honte qu'en France, qu'il y a eu le sac de la maison de Mme Gray, a vu partir sous ses yeux 3 étages, une vie en morceaux. Il est écrit dans les livres, dans un livre d'Assouline, d'éditeur Assouline, il est très bien écrit que sous ses yeux, et c'est sa fille qui témoigne de ça, de Mme Gray, que toutes ces robes sont parties dans des sacs poubelles. Les patrons, les archives, tout a été jeté dans un sac poubelle parce qu'il fallait vider les 3 étages de la Maison Gray sous ses yeux. Et 2 ans après, elle mourrait sans doute dans un home de ça. T'imagines pour elle ce que ça a été. Donc c'est la même chose qui s'est passée chez De Backer à Bruxelles. C'est que tout a été détruit et jeté. Et c'est une catastrophe. Et là, pour une fois, je repris un patrimoine français que je ramenais en Belgique. Alors, ça crée beaucoup de jalousie en France. On a eu pas des attaques, mais quand même des remarques sur les réseaux. Tout le patrimoine français sous le camp. Je dis, mais non, monsieur, pas comme attaque comme ça. Ce patrimoine, je revendique, c'est un patrimoine parisien, français, mais je l'ai sauvé. S'il partait pas à moi, il partait dans les pays de l'Est, il était acheté et dispersé, n'importe qui. Un antiquaire rachetait ça, il découlait ça, comme c'était l'antiquaire de Bruxelles. Entre-temps, on retrouve la trace des outils du gars de Bruxelles, l'antiquaire qui avait pris sa pension. Figure-toi que le fond de ces restes d'outils se retrouve à Overijse, à côté de chez nous. C'est incroyable. Alors, ça aurait pu être vendu n'importe où. À côté, à 10 minutes de voiture d'ici. Là, je dis, Marie, c'est un signe. On fout le camp chez ce brocanteur, qui, en fait, ce brocanteur écoulait le stock d'outils sur un marché à Tongres, et continuait à les vendre. Donc, elle avait racheté le stock de l'antiquaire, et vendait depuis plus d'1 an ce marché de Tongres. Je dis, c'est pas vrai, tout est encore parti, on avait pris connaissance de ça plus tôt. On va voir ce monsieur, et on voit qu'il lui reste. Et là, ce qui est dingue, c'est que tout ce que j'avais mis de côté, les boîtes que j'ai mis de côté n'avaient pas été touchées. Les pétales. Parce que Mme Pinault avait essentiellement les feuilles, mais pas les pétales, et les outils des pétales. Mais elle avait les moules des feuilles, le plus rare. Et ce qui est dingue, c'est que ce brocanteur, est-ce que c'était le moins intéressant que c'était des pétales, mais en tout cas avait continué à écouler les outils propres qui avaient été nettoyés par l'antiquaire et le stock sur les marchés, mais n'avait pas touché à mes boîtes. Et je retrouve mes boîtes et tout ce que j'ai trié 10 ans. Mais c'est dingue, parce que ce qui était 10 ans avait été mis de côté il y a 10 ans, qui étaient les pétales de rose. Il y avait plus ou moins 200 outils, pas énorme, hein, mais ça vient compléter. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que j'apprends par Alain Pinault, c'est que le patron d'Alain Pinault qui avait vendu à Alain Pinault son stock d'outils qui représente 11 maisons historiques françaises, il y avait une des maisons, une partie des lots qui avait été, il avait dit à Alain Pinault que ça avait été détruit, il avait préféré les détruire, les jeter, mais c'est pas vrai. Il avait vendu ce stock à cet antiquaire il y a 40 ans, dans les années 80. Et donc, c'est là que c'est écoulé. Et donc, j'ai refait un recoupement, et ce qui est dingue, c'est que j'ai retrouvé des outils de Mme Pinault qui correspondaient aux outils du lot d'Overijse. Et j'ai recomposé la famille. Comme tu as par exemple ici, je peux te montrer, une famille d'outils de feuilles d'oranger. De fleurs d'oranger. Des feuilles d'oranger. Oui, des feuilles d'oranger, oui.
qui sont tout rouillés, qu'il faut nettoyer. Oui. Eh bien ça provient de la maison Vallerand, qui était une ancienne maison du patrimoine Pinault. Donc j'ai pu sauver encore tous les lots qui viennent compléter. Et donc ça c'est incroyable encore dans le dessin, parce que ça revient dans la région Noire, quoi. Enfin, il faut quand même le faire. Si c'est pas des signes, il faut de vraiment nouveau des l'expliquer. alignements, oui. Donc je commence à déballer, je mesure le patrimoine que j'ai. Voilà, je suis comme un enfant, quoi. Vraiment comme un enfant. Et je garde cet âme d'enfant depuis. Oui, oui. Il a fallu 6 mois à 4 pattes pour pouvoir trier. N'oublie pas qu'il y avait 4000 outils qui étaient mélangés. Il faut savoir pour les personnes qui nous écoutent qu'il faut 3 outils pour faire une feuille, Oui, un c'est modèle ça. de feuille. Oui, oui. Il te faut c'est l'emporte-pièce, mais il Voilà. te faut le gaufroir. Et le gaufroir est en 2 parties, mâle et femelle. Donc tu as une cuvette en cuivre qui est chauffée qui est la partie femelle, et puis la partie mâle qui est un manche en bois avec la feuille en 3D, qui est la partie mâle, et qui vient parfaitement s'adapter. Et puis tu as l'emporte-pièce pour découper la feuille en tissu et qui correspond au gaufroir. Donc il faut 3 outils. Imagine 3 outils par petite pièce, par pétale, qu'on le comprenne bien. C'est gigantesque. Ce sont des milliers et des milliers de pièces. Oui, ce qui est assez incroyable, que tu dois bien penser, c'est qu'il y avait 4000 outils qui étaient mélangés. Donc, cuvette en cuivre, manche et emporte-pièce. Comment tu Exactement. fais avec des montagnes ici? Donc, j'ai fait un paquet, tout ce qui était feuilles pointues, j'ai mis ensemble, tous les manches ensemble, toutes les cuvettes ensemble, toutes les parties mâles des gaufroirs ensemble. Ensuite, j'ai mis tout ce qui était pointu d'un côté, tous les dentelés de l'autre, tout ce qui est feuilles arrondies de l'autre, tout ce qui est pétales de l'autre. Pendant 6 mois à 4 pages, j'ai commencé à trier. Et là, c'était un jeu des mémories ou des Tetris. Il a fallu essayer de trouver le manche qui correspondait à la cuvette. Alors, j'en trouvais un, j'étais content. Oui, magnifique. Et pour qu'on comprenne, il y a une partie qui est convexe et l'autre qui est concave, juste de la même forme. Et la troisième qui est la découpe de tout. Donc les creux, sans dessin à l'intérieur, mais c'est juste le contour. Et qui lui passe sous la presse, avec ce fameux manche qui ressemble à un artichaut. Alors ce qui est dingue aussi, c'est que nous, à ce moment-là, on commence à ouvrir l'atelier déjà. Et on fait venir le grand public. On a commencé par les Wavriens. On faisait des visites gratuites pour les Wavriens, comme c'était pour ma ville, c'était normal que je le fasse. Et Marie sent l'idée de développer d'abord un système de musée. Donc je change les statuts auprès de l'UCM pour dire que voilà, j'ai une nouvelle activité qui est une partie musée, parce qu'il faut déclarer tout ça. Et donc on ouvre l'atelier, ce qui nous permet d'avoir des rentrées d'argent, qui permet de pouvoir acheter du temps pour préparer, financer le site internet, acheter du matériel, des teintures, de la soie, malgré les tissus Pinault, il fallait racheter un stock de soie, de pouvoir aménager tout doucement. Et on n'a pas encore fini, on est parti, parce que ici je vais refaire une reconstitution historique, parce que j'aimerais bien qu'on fasse un film un jour sur ce métier. Un musée, un musée et un film. Oui. Parce que c'est un métier que personne ne connaît. C'est une reconstitution historique, on va aller jusqu'au Chestonnay pour reconstituer le décor. Et donc, il a fallu pendant 6 mois retrouver. Mais alors parfois, 3 semaines après, je me dis, mais j'ai déjà vu une forme comme ça, et je l'ai mis sur quelle étagère, et c'est un jeu de mémoire, et c'est pas fini. J'en ai encore au moins j'estime encore au moins pour une centaine d'heures. Oui. Pour finir le tri des outils. Et le nettoyage de certaines pièces qui ne sont pas encore... Alors pour nettoyer, on est parti pour au moins 10 ou 15 ans de nettoyage. Mais toute la rouille s'en va, le cuivre... Alors on a plusieurs ennemis. On a comme ennemi ici, c'est l'humidité, parce que l'humidité rouille les outils et donne du vert de gris sur les outils, sur les cuivres. Donc ça c'est les ennemis. Et alors les verres pour les manches en bois. Donc voilà. Mais voilà, on est dans une pièce qui est relativement sèche ici, donc il n'y a vraiment pas de souci. Ce que je dois encore te dire, c'est que donc il a fallu aménager tout ça, et puis tout doucement la presse a commencé à s'intéresser. À l'heure actuelle, je dois contenir la presse pour pas trop parler de moi, parce que je leur dis, écoutez, on attend que je sorte des créations pour commencer à montrer ce qui en sort de ce patrimoine avant d'en parler. Donc entre-temps, donc là on est en 2021, on commence à refaire des fleurs, à nettoyer les outils, trier, et on commence à se refaire la main. On n'avait plus fait de fleurs pendant plusieurs années. Et donc, on est en plein de cette recherche d'aménagement, etc.
À côté de ça, donc la partie musée commence à bien tourner, surtout depuis cette année, c'est une façon dingue. On est sur le point de lancer le deuxième site internet dans lequel le podcast va être placé dessus. Donc voilà, dans la partie, si les personnes nous écoutent, c'est parce que le site a été mis en ligne. Parce que là, on a 1 mois et demi de mettre en ligne notre site. Et puis entre-temps, donc 2022, on a commencé à vendre déjà les premières fleurs, tout doucement, on commence à en vendre. Et quelles sont les fleurs que tu as commencé Le gardénia, le gardénia, fétiche. oui. Donc, voilà. Tu as 2 fleurs fétiches, il me semble. J'ai la rose, le gardénia et la fougère comme plante. Oui, et la fougère comme plante, oui, exactement. Alors Maryse et moi, on a eu le soutien de la princesse Astrid. Alors tu sais que donc je travaille pour la princesse Claire. On est soutenu par le prince Laurent et la princesse Claire, la reine, qu'on a fait les plus belles robes, des robes magnifiques pour les voyages, les visites d'État. Mais on a la princesse Astrid qui s'est intéressée à nous. Et donc depuis 1 an, qui porte nos fleurs quand elle a ses missions économiques et commence à nous mettre à l'honneur. Et je pense que je l'ai remarqué, non? Ah oui? Je pense qu'elle voyage pour le moment. Où est-ce qu'elle a voyagé? Ah là, elle vient de porter une fleur, effectivement. Danemark, si c'est passé. Oui, je pense que c'est au Danemark. Je crois avoir vu une fleur. Moi aussi. Je suis pas du tout au courant, mais c'est ça qui est extraordinaire. Tu te rappelles de cette fleur blanche? C'est une fleur, une pivoine que je lui ai fait en velours, en panne de velours, ivoire, très très belle. Magnifique. Ouais. Et donc alors ce qui est chouette, c'est que maintenant, donc il manque dans cette royauté un artisan qui fait de la fleur, ça manque. Oui. Et je dois dire que maintenant, on n'est plus que 5 au monde à Walensee pour le faire. Alors d'abord, des personnes qui font des fleurs sur Instagram, on a repéré une 30aine d'artisans qui font des fleurs. Il y en a qui sont en Corée, il y en a en Chine, il y en a en Russie, il y en a en Angleterre, il y en a j'en ai vu au Brésil, j'en ai vu en Italie. Donc on est beaucoup à faire des fleurs, mais la plupart découpent au ciseau. Ils colorent, c'est un hobby, ils n'en font pas vraiment un métier. Beaucoup utilisent le papier, ils font des fleurs en papier, d'autres qui font des fleurs en espèce de porcelaine froide, une espèce de céramique, une espèce de patrimo dans lequel ils moulent dans des moules en silicone, ils font des fleurs qui ressemblent vraiment à des vraies super belles, tout bien réalisé, mais bon, ce n'est pas du tout le même métier que le nôtre. Ça, c'est pour la déco. C'est pour la déco de maison. Oui, où ils font des fleurs comme ça. Oui. Mais ou alors, il y en a ceux qui font des fleurs en tissu, ce n'a pas la finesse, qui ne savent pas avoir la finesse puisqu'ils n'ont pas le matériel ou le côté industriel pour en faire. Et en fait, on n'est plus beaucoup à le faire. Il faut savoir que Chanel a racheté les 3 dernières maisons de Paris qui étaient indépendantes, les Geron, Guillet, Le Marié. Donc il ne reste plus que Chanel sur le marché. Séverina Larty, qui est en Normandie, qui est une amie qu'on a rencontrée il y a 1 an, qu'on adore, qui est la dernière artisane, et je le dis vraiment, elle est au-dessus de tous les autres, elle est la dernière artisane à maîtriser le métier. Parce qu'elle a été formée par un maître. Elle a 53 ans, elle a un talent de dingue, elle a reconstitué un atelier en achetant tous les outils qu'elle trouvait dans les brocantes ou dans les vieux théâtres, parce que les théâtres avaient des outils aussi. Et donc elle a une collection de 6000 fers. C'est beaucoup dépareillé chez elle parce qu'elle n'a pas forcément comme moi tout est complet, mais alors elle découpe tout au plomb, courageuse. Hein. Oui. Tout est découpé au plomb, parce qu'elle n'a pas de presse à découper, mais elle travaille pour Jean-Paul Gaultier, elle a travaillé pendant des années pour Chanel, et c'est quelqu'un qui est formidable parce que c'est la dernière à maîtriser le métier. Et on va faire des collaborations ensemble, on va certainement faire, elle est passionnée par Denise comme moi, donc Séverina, elle est géniale, c'est vraiment quelqu'un elle vient de sortir un livre que je recommande d'acheter, qui s'appelle, j'ai oublié le nom du livre, je pense, 101 pétales pour une rose, il me semble que c'est des choses comme ça. Et elle s'appelle comment? Séverina Lartigue. Je vous conseille vraiment de la suivre sur son Instagram. Séverina est quelqu'un de très très bien. Elle a été formée par la maison Fromentin, mais ce qui est dingue, c'est que par l'héritier de Fromentin, et Fromentin fait partie de nos 11 maisons historiques qui sont présentées dans notre collection. Parce qu'on a quelques outils de chez Fromentin. Il faut savoir que Fromentin, Noémie Fromentin, c'est une maison de 1902 qui a été lancée par Noémie et dont il y a eu Jacques Delamarre qui était le maître de Séverina. Et Jacques a vendu dans les années 60 à la maison Le Marié les outils de Camélia qu'il faisait pour Chanel,
Et le marié, donc Chanel, a donc une partie des outils de camélia Chanel. L'autre partie, c'est moi qui les ai. Les vrais camélias qui ont servi pour Coco Chanel dans les années début de Chanel, qu'elle a mis son camélia, je pense en 1923 qu'elle a commencé à faire des camélias. Donc c'est des années 20-30. Donc je peux te montrer par exemple un outil presque art déco qui est le plus récent de l'atelier, qui a servi à faire une petite décoration pour Chanel, un petit camélia stylisé. Regarde comme Oh, c'est beau. j'adore. Trop mignon. Un peu art déco comme ça, Oui, tu vois. oui, oui, ravissant. Magnifique, hein. Oui. Donc voilà. Alors donc on a les outils qui ont servi pour Chanel et pour toute l'histoire de la haute couture. Alors qu'est-ce qui est émouvant de cette collection? C'est que nous avons d'abord la richesse de cette collection, c'est que tout est complet. Oui. Première base. C'est jamais complet. Tu peux trouver un outil sur eBay, on continue à en acheter pour compléter notre collection, mais c'est chaque fois ou l'emporte-pièce tout seul, ou le beau-frère. Parfois tu trouves un outil complet, mais te le vendent à 2500 €. Oui. Parce que c'est une vraie valeur d'antiquité. Oui, Avant de rentabiliser ça, c'est cher. Alors, il y en a beaucoup qui pourraient croire, mais pourquoi on pourrait pas les refaire? Ça, on ne sait pas les refaire parce que déjà le prix du cuivre, c'est impayable. Il faut que ce soit du cuivre parce qu'il faut que ce soit chauffé. Et autre chose, c'est que c'est des artisans d'art qui ont fait ces outils forgés. C'était forgé, la trempé. Quant au beaufroir, la partie mâle et femelle, c'est une vraie empreinte, c'est comme un fossile créé par les artisans, c'est comme un fossile. Oui. On a pris une feuille de la nature, on a fait une empreinte en cire, de l'empreinte en cire on a fait une empreinte en plâtre, de l'empreinte en plâtre, avec les techniques des bronziers, les techniques de la cire perdue, on a réalisé ces empreintes par des artisans d'art. Donc c'est exceptionnel. Et s'il fallait refaire ça, ça coûterait une fortune. C'est pas possible. C'est un peu comme toutes des sculptures, toutes des pièces de sculpture. C'est inestimable, la collection est inestimable, parce que tout est complet. N'oubliez pas que nous avons récupéré les archives, les machines, les stocks d'outils, les stocks de matière, tout est complet. Mais alors en plus, ce qui est dingue, c'est que nous avons aussi bien les feuilles que les pétales. En plus de tout ça, tu as représenté dans la collection, alors je vais présumer les étagères, tu as les plantes d'eau, nénuphars, soucis d'eau, etc. Iris d'eau, par exemple. On a les plantes méditerranéennes, ça peut être citronnier, mandarinier, ça peut être les palmiers, les bougainvilliers, ça peut être le laurier rose. Tu as les plantes annuelles de grand-mère, le dahlia, les pensées, les géraniums, les pétunias. Tu as tout ça. Tu peux aller, tu as les plantes asiatiques, le pavot à opium de Chine. Tu peux avoir par exemple les camélias, les gardénias, etc. Tu peux avoir les plantes de forêt, la fougère, les arbres de forêt, comme qui peut être par exemple le chêne, le hêtre. Tu peux voir vraiment à l'infini. Les plantes mexicaines, le cactus, tu peux avoir ça. Tu peux avoir les arbres d'ornement. Alors les arbres d'ornement, ça peut être le platane, ça peut être tellement de choses. Le platane, l'érable, le châtaignier, le marronnier. Tu peux avoir par exemple dans tout ça aussi tout ce qui est les arbres fruitiers, le pommier, le poirier, le pêcher, avec leurs fleurs, leurs petites fleurs, enfin tout ça. Les fleurs, mais surtout les feuillages. Oui, les feuillages et les fleurs. Et qu'en plus dans cette collection, qu'est-ce qui est rare, c'est que tu as des familles. C'est-à-dire que tu as le petit gourmand qui pousse jusqu'à la feuille mature, qui te permet de reconstituer ta plante complète. Si je prends la pivoine, on a 17 feuilles de pivoine différentes. La grande feuille qui est la plus petite, qui te permet, par la variété des formes qui sont chaque fois uniques, de pouvoir reconstituer la plante complète ou la branche complète. Et donc, ça te permet d'avoir un hyperréalisme de la plante. Avec des fleurs de plus grande à plus petite, ou plus petite à plus grande. Exactement. Comme elles sont dans la nature. Donc, si on veut reconstituer le géranium en 3D, on sait le faire. Mais il faut bien penser que c'est un patrimoine qui a servi pour la mode essentiellement chez nous. Alors, dans cette collection, tu as 11 maisons. Louis Sébillon, Vallerand, Vanderlich, Établissement Daniel, André Legrand, Jules Boudy, les Demoiselles Tissot, le Livre de Pâques qui était Léon Lemaire, qui étaient deux maisons qui ont changé de nom, qui étaient sur la rive gauche de Paris, Noémie Fromentin, Rubé, Judith Barbier. Ces 11 maisons étaient des dynasties. Elles étaient chacune spécialisées dans un domaine. Par exemple, tu as les factures sous les yeux de ces vieilles maisons. Tu prends la maison ici, Boudy. Qu'est-ce qui est écrit? Ah oui, spécialité de rose.
ils étaient spécialisés dans les roses. Voilà. Chaque maison faisait sa spécialité, avec des qualités différentes. Il y avait des maisons qui travaillaient pour les églises, les bouquets de fleurs, les plantes d'intérieur, la chapellerie, les couronnes de mariée, le deuil. C'était très vaste, c'était une industrie florissante. Et là, on a le deuxième site internet, le site de la manufacture, où on a un blog où on explique évidemment tout l'historique. Donc j'ai une casquette d'historien maintenant, parce que je suis occupé depuis 3 ans à étudier à fond toutes les archives, toutes les archives, mais étudier tout le métier. Donc je vais essayer de trouver des étudiants universitaires, peut-être en histoire de l'art, etc., parce que je veux m'entourer de botanistes, d'historiens de l'art et d'archivistes. Les archivistes avaient commencé à archiver le patrimoine, c'est important, qui comprend les outils, mais en même temps les fleurs vintage que nous sommes occupés de collectionner. Puis des archivistes, donc ça c'est pour les archivistes, des historiens de l'art pour retracer tous les métiers de l'Antiquité à nos jours, parce que les premières fleurs artificielles c'était les Égyptiens, c'était les tout premiers à les créer. Elles étaient faites en papyrus, elles étaient faites en corne, en toile de lin, en or, en os, en pierre. C'est les Égyptiens les tout premiers à avoir créé des fleurs artificielles. Et puis tu as aussi des botanistes. Alors les botanistes, ils vont, comme mon ami qui fait partie de ta famille, Marie-Noël Creusemans par exemple, qui est quand même bien calé en botanique, et qui m'aide à identifier les plantes. Oui. Alors c'est très compliqué pour les botanistes parce que ils ont affaire à des outils en acier, en cuivre. Ils n'ont pas la texture de la feuille ou la texture ou la couleur, la matérialité vraiment de la plante. Mais grâce à eux, on peut identifier les outils pour savoir à quoi ils servent. Donc tu vois. Alors dans la collection, qu'est-ce qui est rare aussi, c'est que tu as l'outil le plus ancien date de 1727. J'imagine 300 ans. Le patrimoine va avoir 300 ans en 2027. En 2027, ça fera 300 ans. Et le plus récent, 1890. Ça, c'est le plus récent. Et dans cette collection, nous avons les outils de la maison Montagna. Et quelle était la maison Montagna? C'était la maison qui travaillait pour Joséphine de Beauharnais, mais qui travaillait aussi pour Marie-Antoinette avant. Et on a les outils qui sont là-bas. Je vais te les chercher. Qui sont des outils qui servaient pour Joséphine. Ces outils-ci. Alors on s'est daté les outils en fonction du type de bois, la forme des manches, ou on s'est daté aussi en fonction de la ciselure, de la finesse de l'outil. Alors on voit qu'évidemment au XVIIIe siècle, les outils n'avaient pas la finesse de ceux du XIXe siècle, mais regarde ce qui est écrit ici dans le fond. Il est encore écrit Malmaison. Mais oui. Oui, je vois. Et voilà des outils qui ont servi pour faire les couronnes de Joséphine de la maison Montagna. Avec une référence. En plus de la Malmaison. Oui. Et donc c'est assez touchant parce que tu as la mémoire française de ce savoir-faire, mais en plus les outils qui ont servi pour Joséphine et pour toutes les plus belles dames et les plus beaux hommes de l'histoire de la mode ou les outils ont servi pour les cocottes, les grandes horizontales. Tu peux prendre la Bellotero, tu peux prendre tu peux prendre Bonnie de Castellane qui est un grand dandy, comme Marcel Proust qui portait des fleurs. Oui. Tu peux prendre l'impératrice Sissi, Eugénie qui s'est habillée, qui est en France, mais qui allait. Ces fleurs ont servi pour tous ces pour toutes ces maisons qui travaillaient. C'est la mémoire française de la haute couture aussi, parce que nous avons les outils qui ont servi pour le Worth, le premier des grands couturiers de l'histoire. Je dirais que le premier grand couturier, c'est Rose Bertin. Et encore avant Rose Bertin, qui était donc la couturière de Marie-Antoinette, je parlerai de Jacques Coeur, qui est un peu le Bernard Arnault. Rose Bertin, tu connais pas? Oui. Ah, ça, on pourrait faire un peu de 4-5 sur les connaissances. Oui. Mais Rose Bertin est la première femme grand couturier, mais Jacques Coeur, au Moyen-Âge, c'est le premier Bernard Arnault de l'histoire, hein. Et c'est ensemble oublié. Je les adore. Et évidemment, aussi, il faudrait parler de Marco Polo, qui est revenu avec les savoir-faire de Chine. Raconte-nous, qu'est-ce qu'il a ramené, lui? Ah ben, il est revenu avec tous les savoir-faire à Venise, mais les premières traces à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance des fleurs artificielles, c'était Venise. Pourquoi crois-tu que je vais aller à Venise dernièrement? Pourquoi je veux développer mon business là-bas? On retourne aux sources. Oui, c'est ça, retour aux sources. Toi, tu es revenu dans les sources de tes premiers amours, des fleurs que tu as... De ma grand-mère, du jardin de ma grand-mère. Et sur elle aussi, tu bien sûr. portais.
Et mon autre grand-mère a observé dans le jardin. Alors ce que je dois dire aussi, c'est que donc il y a toute l'émotion, tu sens d'abord une odeur dans la pièce. Tout le monde dit que ça sent. Moi je ne le sens plus, mais voilà. Il y a une odeur de métal, de rouille, enfin je sais pas, il y a de quelque chose. Et alors aussi, il y a dans cette c'est une âme. Tu peux pas être insensible. Moi, je vis des personnes lors des visites d'ateliers, parce qu'on fait des visites, Marie et moi, de 2 ans, on retrace toute l'histoire du métier. C'est ça que je ne vais pas trop raconter mon storytelling, parce que sinon, il n'y aura plus rien à découvrir. Là, tu rien. Ça va vous donner, à vous qui écoutez le podcast, de vous donner l'envie de venir nous écouter et venir visiter l'atelier. Mais de podcast, encore rien du tout. Oui. Non, mais ce qui serait vraiment intéressant, je vais te dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont en larmes devant les outils. Mais ça, je crois. Mais l'émotion vient, oui, et ça me touche parce que franchement, les personnes sentent qu'il y a vraiment une âme, ils mesurent l'âme. Mais alors, il y a plusieurs patrimoines. Magnifique. Tu as les pochoirs en laiton, tout découpé à la main, qui servaient à faire des ombrages sur les feuillages que nous avons récupérés, avec encore les papiers d'époque, parfois emballés dans des vieux faire-part, parce que les aristocrates à l'époque qui venaient dans ces maisons ont peut-être invité les propriétaires de la maison, et qu'ils ont utilisé le faire-part du mariage de leur fille, ceux qui ont fait la couronne de mariée, ou la fleur pour la maman d'un marié, ils ont emballé dans le faire-part les espèces de pochoirs en laiton dedans. Donc il y a des témoignages, même dans les emballages. Il y a par exemple des notes d'atelier qu'on a retrouvées dans les archives, qui sont des notes de 1889, où tu vois les ouvrières, les conversations des ouvrières à Paris qui disent voilà, je m'excuse madame un tel, j'ai pas eu le temps de finir la commande de madame une telle, qui comprenait 2 camélias. Et c'était marrant parce qu'il est écrit n'oubliez pas de finir à la fin de la journée votre travail. Elle doit signer les ouvrières au travail. Donc ça indique beaucoup de choses sur ce métier. Mais évidemment, on retrace l'histoire des maladies des fleuristes, parce que là on peut faire déjà un podcast rien que sur les maladies, avec les teintures à l'arsenic, les morts qu'il y avait dedans. On pourrait parler des salaires dans les maisons, le fonctionnement de ces maisons. Il y a 1 million de choses à expliquer sur ces maisons. C'est vraiment assez incroyable. Mais bon, pour en revenir vraiment à mon histoire au niveau du patrimoine, oui, donc je redécouvre tous les jours, je suis ému tous les jours par rapport à ce patrimoine, et j'en mesure l'importance de pouvoir le faire classer, le protéger et le transmettre. Et le faire vivre. Alors je veux qu'à ma mort, que ce patrimoine continue à vivre, que ça reste un patrimoine vivant, pas inerte comme dans un musée. Il faut, ça fait partie de l'entretien des outils. Il faut les faire fonctionner. Et puis, il y a plusieurs patrimoines à sauver. C'est pas seulement sauver les outils, c'est pas enrichir seulement la collection, c'est retrouver toutes les techniques qui ont disparu. Toutes les techniques, et ça on parlera dans le 4e épisode, où on doit retrouver, c'est là qu'est l'archéologie industrielle, c'est qu'il faut retrouver toutes les recettes d'époque, des apprêts, des teintures, retrouver la qualité qui a disparu. Plus personne ne fait de la qualité que je vise. Même Chanel ne le fait plus. Et fixer aussi les couleurs, fixer les teintures, mais le pire qui est perdu complètement, ce sont les gestes. Des gestes qui se chuchotaient de génération en génération, et chaque maison avait ses gestes. Le seul moyen de retrouver les gestes, c'est racheter des anciennes fleurs vintage d'époque et les analyser, Marie et moi, et retrouver les gestes. Et Séverina, qui sur un article, qui elle qui connaît une base de gestes qui se font avec des pinces à la main, et qui elle connaît certains secrets. Mais c'est vrai que je viens d'acheter hier, je ne sais pas si tu as vu dans le groupe d'atelier que je t'ai peut-être envoyé, une coiffe de chez Lanvin du 1910. Oui. Alors cette coiffe, j'ai demandé à ma source qui me l'a dénichée, où est-ce que tu as trouvé ça? Elle m'a dit, écoute, c'était dans une chambre de bonne qui était à côté de chez Lanvin, rue Faubourg-Saint-Honoré. Est-ce que cette chambre de bonne, parce qu'il y avait d'autres chapeaux de chez Lanvin, est-ce que dans cette chambre de bonne était une chambre qui appartenait à un des bâtiments de chez Lanvin, là, avec un stock? En tout cas, c'est sorti, et il y avait, parmi tous les chapeaux, 7 couronnes de roses, et selon la griffe, parce qu'il y a j'ai vu sur internet qu'il y avait une étude faite par le musée Galliera, le Palais Galliera, sur l'analyse des griffes pour dater les pièces de chez Lanvin. On sait savoir par rapport à la griffe à quelle époque elle a été créée, et selon la griffe, c'était 1910. Et donc, cette couronne de fleurs qui va bientôt arriver pour enrichir notre collection, que j'ai pu acquérir, date de 1910, et c'est exceptionnel. C'est rare. Le patrimoine des fleurs, alors on a parlé du patrimoine des outils, on a parlé des papiers, des documents, on a parlé des stocks de tissus vintage,
du savoir-faire, mais il y a encore les fleurs anciennes. Alors je lance une campagne de crowdfunding d'ici l'automne, pour une nouvelle campagne de crowdfunding, pour élever des fonds publics pour acheter un maximum de fleurs anciennes qui sont trouvées par des connaissances à Paris qui sont dans le vintage et qui me mettent de côté dès qu'ils ont des pièces comme ces couronnes de chez Lanvin. Alors j'achète directement. Oui. Tout ça provient de nos maisons. Oui, parce que chaque fois je retrouve l'outil qui a servi pour faire la pièce. C'est ça qui est émouvant. Comme les deux gardénias que j'ai trouvés, et que j'ai retrouvé les feuilles, l'empreinte de mes feuilles, c'est ça qui est incroyable. Et donc là, on reconstitue, parce que le malheur, c'est que le patron de Mme Pinault et l'époux de Mme Pinault ont beaucoup brûlé tout ce qui était archives, que c'était des UX, des poussiéreux, etc. Ça, c'est un peu dommage. Et donc nous, on reconstitue les archives. Et donc on achète un maximum de fleurs anciennes, qui date de 1800, des années, on essaie de trouver 18e, c'était très compliqué à trouver, c'est tellement fragile. C'est un des patrimoines les plus fragiles à préserver dans la mode. Oui, c'est la colle, oui. Et parce que souvent c'était mis sous poussière, écrasé au fond des bois. Oui, les colles vieillissent mal. Oui, et la soie se déchire aussi. Oui, se désagrège. Oui. Complètement. Et donc on est occupé de reconstituer un patrimoine de fleurs vintage. Et ça c'est extraordinaire, parce que ces fleurs, grâce à en les touchant, on peut reconstituer les gestes, on peut comprendre les gestes pour les refaire et retrouver la même qualité. C'est surtout ça, hein, c'est surtout pour utiliser. Oui, et puis alors c'est important pour le public quand il visite l'atelier d'avoir les outils, mais voir ce qui se faisait à l'époque. Ils veulent voir ce que nous on crée et puis ce qui se faisait à l'époque. Et donc là, on va faire cette campagne de crowdfunding pour créer une trésorerie, vraiment un fonds qui permet d'avoir l'argent disponible tout de suite. Donc dès qu'il y a une opportunité, hop, on peut débloquer l'argent, on achète. Et alors évidemment, ces personnes qui vont pouvoir faire ces dons financiers pourront, il y a une contribution lors du crowdfunding, c'est toujours par exemple de pouvoir avoir une fleur de notre atelier en échange, des choses comme ça. Mais ici, ils ont la garantie que voilà, ça part pour l'achat de ce patrimoine de soie très fragile. Et la préservation, donc on va acheter aussi un matériel pour restaurer les fleurs qui ont été écrasées, avec une espèce de vapeur froide, une machine qui fait de la vapeur froide et remettre en forme avec des épingles, etc. pour restaurer ces fleurs, les préserver, les archiver, enrichir les collections et transmettre. Créer un musée un jour. C'est déjà un musée. C'est un musée vivant, mais on fonctionne déjà. Alors c'est vrai que dans le prochain podcast, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on parle évidemment ensemble comment je vais me réinventer. Comment je me réinvente en ce moment? Il faudra qu'on parle de l'art contemporain, qu'on parle de les arts déco, qu'on parle de Venise, de Paris, parce que je vais dans un triangle entre Paris, Bruxelles, Venise. On est vraiment dans un triangle comme ça. Et c'est là que tout va se passer maintenant pour l'avenir. Parler évidemment de mes créations, de mes œuvres que je peux lancer, notre évolution, et puis effectivement, voilà, des projets qui se mettent en place qui sont merveilleux. Quoi. Conservation de ton patrimoine. Et là, évidemment aussi de la couture, parce que je reviens dans la couture. On a créé un best-seller qui est la robe Casati. On arrive tout doucement, on a 1h23 là qu'on parle déjà, en fait, chaque fois 1h30. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Ah oui, je voudrais que tu reviennes sur les 4 jardins. Un tout petit peu expliquer que le jardin d'hiver d'acier, d'essence et de soie. Oui. La soie, tu n'as pas vraiment parlé. Et tu voulais me parler à un moment des serres royales, je crois. Oui. Tu vois les serres royales et de ton statut d'ambassadeur de la forêt de soigne. Ah ben oui, tout à fait. Tu vois, dans ces 10 minutes-là, si tu peux consacrer alors, on va commencer par rapport à la manufacture. La manufacture me fait tellement, il y a tellement de monde qui défile ici pour découvrir notre patrimoine que forcément, comme tu sais, je suis un des parrains de l'Institut Curie à Paris où on crée de l'art à l'hôpital, et donc c'est pour les enfants qui sont en cancérologie, donc il y a un atelier créé par Elodie depuis plus de 15 ans, et elle crée 1 ou 2 fois par semaine de l'art avec les enfants qui sont malades, et pendant qu'on on injecte leur traitement, ça leur permet de détourner l'attention par rapport à la douleur, etc. Mais en même temps, ça leur permet d'avoir un but, de faire quelque chose de leurs mains, de créatif, et qui fait que quand ils ont fini quand ils ont mis leur traitement, de se battre contre la maladie pour venir finir leur projet. Et s'ils décèdent, c'est le témoignage des enfants
pour les parents faire leur deuil. Je suis dans un milieu très dur, mais ça me plaît beaucoup. C'est très difficile comme milieu parce que tu es dans la souffrance humaine et j'ai besoin d'approcher. C'est ça qui me permet de garder les pieds sur terre en tant que. Et si j'ai une place à Paris en tant que créateur dans l'avenir, ben je vais un maximum mettre en avant cette association française. Voilà. Tu peux la renommer parce que les gens. C'est l'Institut Curie et c'est l'association NOC. Voilà, ils ont un Instagram, il faut vraiment aller s'abonner, c'est vraiment super. J'ai plus pu y aller à cause du Covid pour pas transmettre le Covid aux enfants. Puis j'ai plus été sur Paris, j'ai eu l'achat d'atelier, donc j'ai plus su faire d'atelier. Mais je compte m'y remettre. Je l'ai dit à Elodie. Mon cœur y est, mais alors moi je viens avec la partie fleurs. Bien sûr. Maintenant, je venais avec les croquis de mœurs au départ. Je commençais en 2019. Et maintenant c'était fleurs, donc je viendrai avec des tissus, des perles, des fleurs précoupées, et ils vont pouvoir monter leurs fleurs eux-mêmes. Les enfants s'évadent. Voilà, comme les adultes, et souvent ils font ça avec leur mère ou leur père qui accompagnent pour les chimios, etc. Ça c'est un premier point. Magnifique. Très peu de gens savent que je m'investis beaucoup là-dedans, mais ça me tient à cœur. L'autre projet, c'est la forêt de soigne. Comment je les ai touchés, c'est que j'ai parlé avec une amie qui était journaliste, et je lui ai dit, écoute, je voudrais quand même, pour l'écologie, c'est quand même important, le lien entre la manufacture et les forêts. Bien sûr. J'ai vécu dans les forêts ici, il faut faire quelque chose. Ici, oui. Donc elle me dit, écoute, je vais contacter les associations de la forêt de soigne. Et on les a contactés, les amis de la forêt de soigne, plus, alors c'est tenu par Marco et qui est un gars super dynamique. Il y a toute une petite équipe très jeune qui s'occupe de tout ça. Et donc ces personnes sont vraiment formidables. Et donc je les ai reçus, on a discuté ensemble, et donc on va commencer à faire, pour distinguer les amis de la forêt de soigne, je parlais justement avec eux hier, on va faire réaliser des petites broches comme un badge, pour distinguer, si tu veux, les membres des amis de la forêt de soigne. Il y a deux associations. Et donc la forêt de soigne, c'est une forêt qui est vieillissante. La hêtraie est une hêtraie artificielle, les arbres ont 200 ans, ils commencent à souffrir avec les réchauffements climatiques, etc. Mais une forêt, ça évolue tout le temps. Exactement. Mais le gros danger n'est pas forcément le réchauffement de la forêt de soigne. Le gros danger, c'est qu'il faut savoir que la forêt, elle appartient en grande partie à des privés, des grandes familles qui possèdent plein de parcelles de la forêt de soigne, et que ces personnes-là vendent parfois, parce qu'il n'y a plus de terrain à Bruxelles à bâtir pour tout ce qui touche en fait l'industrialisation, etc. Et donc on vient grignoter petit à petit les petites parcelles, quelques arbres par-ci, voilà. Mais voilà, c'est là qu'est le danger. Donc il faut protéger. Alors il y a des zones vertes protégées qui sont, qu'on appelle ça, les zones que l'Europe ça porte un nom. Tu veux parler de Natura 2000? Oui, voilà, Natura 2000. Et en fait, dans ces zones, on voudrait arriver à agrandir relier certaines zones qui sont individuelles et en faire plus qu'une. Tu vois, il y a des zones de la forêt de soigne où personne ne peut passer dedans parce qu'il y a une biodiversité, etc. Donc j'ai tout à apprendre dans ce monde. J'adore, je suis tout le temps dans les dents. Tu sais, alors, je suis parrain de la forêt de soigne et de l'ensemble des forêts du Brabant-Wallon. Donc, ça comprend le bois de Beaumont, plus haut que chez moi, ici, qui est à 400 mètres plus haut que chez moi. Le bois de Lozelle, de Louvain-la-Neuve, le bois de Merdal, donc la forêt de Merdal, ça peut être le bois de Halle, ça peut être, évidemment, l'arboretum de Tervuren, etc. Donc voilà, je suis partant dans cette aventure. Maintenant, ils doivent me former, ils doivent m'expliquer comment je peux être un bon porte-parole, un des porte-paroles, je ne suis pas le seul parrain, mais c'est un rôle qui me tient à cœur. Et la première action qu'on a proposée, c'est donc de réaliser ces petites broches pour tous les membres de la forêt de soigne qui vont pouvoir reporter pour distinguer lors des manifestations, etc. Qui ressemblerait peut-être à ce petit bouton que j'ai vu tout à l'heure qui est assez mignon, c'est ou bien quelque chose d'un peu plus petit. On prendrait la feuille de hêtre, la feuille de fougère, et peut-être une troisième feuille, je ne sais pas si on avait décidé. On avait 3 petites feuilles qui sont liées ensemble, elles seraient faites dans un papier vintage, un pinot, un papier qui a 100 ans d'automne, un tissu un peu vintage comme ça, et on ferait papier et coton, et on ferait bio évidemment, et vintage, et donc on réaliserait 3 petites feuilles en broche comme ça. Au choix. On ne sait pas si on ferait un petit symbole comme pour le site d'action, le petit ruban. Est-ce qu'on fera un petit ruban vert, tu vois, on ne sait pas encore, pour mettre en plus sur les feuilles.
Ou pas. Ou comme le cancer du sein, tu vois, les petits rubans roses. Donc peut-être réfléchir. On ne sait pas trop comment on va les réaliser. En tout cas, il y aura 3 petites feuilles certainement, quoi. Donc voilà, ça c'est un projet qui me tient à cœur. Je suis fier de pouvoir être... c'est que ça me tient à cœur vraiment. J'ai pas eu le temps encore de m'investir dans le projet, parce que je pense bien qu'il y a tellement la relance après la crise, etc. Elle prend tout mon temps, mais ça me tient à cœur. Oui. Comme il y aura un autre projet qui va se mêler, que on en reparlera, sera Venise. Oui. Donc dans la conversation intime suivante, tu parles de tous tes projets, toutes tes envies, parce que peut-être certaines personnes peuvent apporter quelque chose. Bien sûr, je pense que c'est important. Mais Venise, c'est important parce que voilà, je suis parrain, ici pour tout ça, mais n'oublie pas que je suis originaire de Gand de Bruges, qui sont les Venises du Nord. Entre la Venise du Nord et la Venise, la vraie Venise, il y a un lien dans le sens où, voilà, les fleurs ont démarré là-bas, que j'ai toujours été touché par Venise. Qui n'est pas amoureux de Venise? Je connais personne, pas possible. Et il semblerait que Venise est occupée depuis la crise de revenir numéro 1 de l'artisanat, des biennales, de l'art contemporain. Quand il me lance dans l'art contemporain, il faudra parler de mon collodion humide, mes photographies que j'ai appris la technique. Exactement, ça c'est pour Là, il y aura beaucoup à parler, vraiment mes créations. On va parler de l'artiste, un épisode sur l'artiste. Quel est un reporter, c'est devenu qui, quoi? Oui, l'artiste, là il y a encore beaucoup de choses à raconter. Alors on va parler des 4 jardins. Oui, juste un petit mot encore sur les 4 jardins d'hiver, d'acier, d'essence et de l'astroie. Alors, les 4 jardins. Le jardin, c'est comme ça que je les ai baptisés. Le jardin d'essence. C'est la cour intérieure. Chaque maison à Paris avait des cours intérieures ou avait des jardins. Tout petits jardins à Paris, il n'y a pas beaucoup de place évidemment dans ces ateliers. Ils plantaient. C'est pour ça que tu as les catalogues du Villemorin de ces vieilles maisons, qui datent de quelle époque? 1906, t'imagines? Et là, 1926, et là... Oui, 1930. Donc c'est pour te dire, hein. Ravissant. Ça on a retrouvé dans les stocks ici. Donc ils achetaient les graines chez Villemorin, et ils plantaient des fleurs dans leur cour intérieur, et dans des pots, sans doute, on ne sait rien, mais ils avaient des fleurs, des jardins, dans lesquels ils plantaient pour observer la nature. Et les copier. On a besoin oui, mais c'est des fleurs. Hein. Eux, donc, Villemorin, ils vendaient tout, mais eux, ils achetaient des graines de fleurs. Et donc, on a besoin, le jardin d'essence, c'est tout ce qui est sensoriel. J'ai besoin d'avoir ma cour intérieure. Quelle chance d'avoir cette maison et d'avoir une cour intérieure comme à Paris. Je sois dans une cour plutôt vénitienne, parisienne, parce que tout est en briques chez moi. Faut pas oublier que ma maison, c'est 1777, hein, c'est la vieille maison ici. Et donc cette cour intérieure, depuis des années, quand je me suis installé en 2003, on n'en a pas parlé, mais j'ai commencé à planter des arbres. Mes arbres ont 20 ans. Il n'y avait plus rien ici. C'est la première chose quand je suis arrivé en 2003, j'ai dit à maman, bon, je vais chez les pépiniéristes et j'achète des arbres et je plante. Maintenant qu'ils ont poussé, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais ce jardin, je le fais tout seul. Je ne cherche pas à faire un jardin esthétique. Je pense que n'importe quel jardinier me tuerait de tout ce que je mélange. Mais je cherche plutôt, c'est un laboratoire. C'est mon laboratoire. C'est là où je vais. Tous les jours, je fais le tour dans le jardin, le matin, midi et soir. C'est comme Monet. C'est un mini Giverny. Tout petit. C'est un parterre de Giverny. On va l'appeler comme ça. Mais j'ai peur, mais il y aura possibilité de l'agrandir plus tard. Mais j'ai besoin d'avoir ce jardin pour observer la lumière suivant les saisons sur mes plantes. Là, on est en pleine lumière, on voit le géranium. On regarde la transparence sur l'arbre à perruche Bordeaux qui est là. Ça permet d'observer et capter la lumière suivant les saisons. J'ai besoin de voir les maladies qui sont sur mes feuillages, les géraniums qui deviennent bruns, orangés, qui viennent rouges. Parfois, ils virent vers le rouge à l'automne, les feuillages. De voir le givre qui se pose en hiver, qui vient glacer, givrer une rose. Parce que la beauté est belle à toutes les saisons. J'ai besoin d'observer les couleurs, les matières, toucher la feuille d'un géranium, fait penser à de la flanelle de laine. Comme je vais toucher la feuille d'une feuille de lierre qui vont me faire penser à une percale de coton glacée, qui a été cirée comme une toile cirée, ou toucher par exemple, on va dire un pétunia qui va faire penser à du velours, ou toucher pour les pétales, ou toucher par exemple certaines feuilles de laurier qui vont faire penser à du cuir. Et j'ai besoin de toucher la matière pour approcher un tissu ou une matière, d'observer la couleur pour Maryse, qui Maryse
fait les couleurs avec moi. J'ai besoin d'elle pour créer les couleurs, observer les dégradés suivant les saisons et observer la proportion de la plante. Oui. Parce que c'est important de voir comment pousse la feuille, le gourmand, etc. Du bouton à la feuille qui se fane. Parce qu'il faut bien penser que les vieux ateliers à l'époque faisaient les fleurs, ils mettaient la nature suivant les saisons jusqu'à la fleur fanée. Juste des exemples de fleurs fanées. Comme si elle avait eu une insolation après une canicule d'été, quoi. Ce qui est très 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 beau. Autre chose, c'est ce jardin de sens me permet d'identifier les outils dans l'atelier. Parce que je vais cueillir une feuille, une fleur, et puis j'essaie de trouver quel est l'outil qui va permettre de faire l'araigne. Ce qu'on appelle les araignes, c'est ce qui fait ce qui recouvre le bouton de la fleur, et de pouvoir trouver l'outil parfait pour réinterpréter la plante du jardin. Oui. Ça, c'est le jardin à d'essence. Mais oui, parce que à plat, ça donne autre chose que quand c'est en fleurs. Parce que c'est en 3D et nos outils sont en 2D. Deuxième jardin, le jardin d'acier. C'est les 8000 outils, c'est la collection 8000 outils qui sont ici autour de nous. Alors, ce jardin d'acier est en acier en cuivre. C'est un jardin représenté, comme je l'ai expliqué, avec rien que l'étagère rose, on a 350 feuilles de rosier différentes. Oui, alors et on continue à les identifier. Vous avez les roses Bengale, les roses thé, les roses, les hériotes. Je demandais justement à Marie-Noël, c'est quoi la rose hériote? Parce qu'il y avait ça sur Madame Pinault, qui avait mis étagère hériote. Hériote est vraiment une variété de roses qui a vraiment existé, qui était à la mode à l'époque. C'était Madame Hériote. C'est incroyable. Donc on a tout à y découvrir. Alors la difficulté aussi, c'est de savoir qu'il y a parfois des outils qui servent pour plusieurs roses, plusieurs variétés. C'est ça qui est dingue. Avec un outil, tu changes le tissu, la couleur, c'est déjà des milliers de possibilités, mais tu peux partir d'une feuille de rosier pour créer des feuilles de fuchsia parfois, tu vois. Donc il faut avoir cette connaissance en botanique, et c'est comme ça que je suis occupé d'étudier tous les livres botaniques. J'arrive pas à retenir les noms en latin, parce que j'ai jamais fait de latin, je et grec, mais je retiens les versions françaises, etc. Donc ça, c'est le jardin d'acier. C'est notre 8000 outils qui comprend les presses à découper des 600 kg, il y en a encore 2 dans le garage, on sait même pas qu'on va les amener ici tellement qu'elles sont lourdes, les grosses presses à gaufrer, qui sont chauffées, qui étaient chauffées au gaz au départ, d'abord avec des passinoires avec du charbon, puis du gaz, et nous on les a électrifiés, parce que depuis la guerre en Ukraine, c'est fini le gaz. Et puis donc ce jardin d'acier, ça comprend les moules, des feuillages. C'est un jardin représenté qui a vraiment existé, puisque chaque empreinte est des feuilles qui ont existé dans la nature. Et puis on a le jardin de soie, qui est l'atelier numéro 2, qui comprend tous les outils pour gaufrer, sculpter à la main les fleurs. C'est là où on travaille la soie, on la rigidifie, on la presse, c'est le métier d'appresseur, on la travaille, on l'ennoblit, c'est là qu'on peint, c'est là qu'on fixe, c'est là que je fais ma haute couture, parce que je continue mes robes de haute couture, j'ai mes machines à coudre, très peu de machines à coudre, parce que chez nous tout est à la main. T'as vu, tu as une surfileuse, une surjeteuse, une machine industrielle Yuki pour piquer les cuirs, les tissus épais, une vieille machine à coudre de ma grand-mère, de ma mère qui a plus de 60 ans, Bernina, qui est vieille et que je piquais depuis 20 ans toutes mes collections dessus, depuis 40 ans je couds dessus. J'ai 37 ans que je couds dessus, puis je suis commencé à l'âge de 5 ans à piquer à la machine, et du papier que j'ai encore mes points, et une vieille, une table pour la couture, tout est à la main chez nous. Ça fait rire, il y a des couturiers qui disent ouais, tout est fait dans un atelier, mais en fait non. Un vrai atelier de couture, c'est silencieux. Tu n'as pas le prix des machines. Tu vas chez Chanel, il fait calme, hein. T'as pas le prix des machines. Tu as une machine pour 20 personnes. Et répétez-moi qui fait calme. Il fait calme. Tout est fait à la main. La musique est douce, petite tasse de thé qui circule. Et donc dans cet atelier, il y a l'ouverture à mes arts déco. Oui. Les paravents que je me lance pour Venise, la peinture à l'huile, la peinture à l'acrylique, les travails des feuilles d'or. On a les arts déco, donc on peut faire des lustres, on travaille comme Isabelle de Beaugrave, comme Fortuny, et ça on va en reparler dans le prochain podcast. Oui, exactement. Je peux noter ça, il faut qu'on parle absolument d'Isabelle, parce que je l'adore. Isabelle et Fortuny, c'est la démarche wagnérienne dans laquelle je me lance, ça on vous expliquera. Et puis on a dans cet atelier
évidemment les archives, c'est la partie musée qui comprend les stocks, les pistils, voilà, tout ce qui constitue pour travailler la fleur, on y reviendra, on expliquera toutes les étapes pour faire une fleur, ça c'est important. Et puis le 4e jardin que je viens de rajouter il y a 2 mois, qui est un petit peu comme chez Jacques Mus, ce créateur en France, qui vient avec tout son univers de Marseille, les tissus bayadères, les citronniers, les champs de lavande. Il est venu faire rêver la France avec sa Provence, son côté solaire. Ah ben moi, je vais commencer à faire rêver Venise et Paris avec le Nord. Alors c'est glacial, mais qu'est-ce que c'est qui définit le Nord? Bruges, Gand, les Béguinages, je suis rue du Béguinage, ma maison est rue du Béguinage, on peut parler de cet univers. Ça s'appelle rue du Béguinage. Oui, mais c'est quand même dingue. Mais je vais venir avec toute ma culture du Nord. Il n'y a encore aucun couturier qui a parlé de sa culture nordique. On a quand même, on est un mélange d'Espagne, de hollandais, de français, depuis, on a toujours été colonisé par tout le monde. Tout le monde nous a, le belge on l'appelle un zinneke. Le zinneke c'est quoi ça? Oui, minestrone. C'est un mélange, on a un mélange de tout. Oui. Malgré que je fais mon test sur MyHéritage, que je n'ai aucun sang de qui que ce soit, on est pur belge, on est purement gaulois, quoi. J'ai un vrai gaulois, moi j'ai jamais bougé de la Belgique depuis le Moyen-Âge. C'est clair qu'ici, qu'est-ce qui définit le Nord? Nos forêts, les Ardennes, nos châteaux. On a la plus grande concentration d'Europe de châteaux, plus qu'en France, en Belgique, parce que chaque personne qui nous ont colonisés, on fait construire des châteaux, chaque cour, on fait des châteaux partout, c'est bien facile pour le dire. Donc voilà, mais surtout, on a les serroyats de Laken, les jardins d'hiver, dans toutes les villes à Horta, tu as des jardins d'hiver, et les serroyats de Laken, c'est une richesse incroyable. C'est merveilleux. Donc j'ai rajouté le jardin d'hiver qui est typiquement du Nord et qui est notre concept de vente. La boutique, notre coin boutique ici à la maison, c'est un jardin d'hiver dans lequel on a un mélange de salons dans lesquels on reçoit un peu proustien, un peu de grandes horizontales, de cocottes de la belle époque, parisien, c'est très parisien. C'est l'univers des beaux windows anglais, c'est l'univers des serres art nouveau, des jardins des plantes, des jardins botaniques de la belle époque, et qui foisonnent de plantes exotiques. C'est ce côté précieux dans les pays du Nord où on met sous cloche ce qui est à protéger. C'est un cabinet de curiosité en même temps. C'est ça. Avec les cloches Napoléon III, on est dans tout cet univers. Un jardin d'intérieur. Un jardin d'intérieur. Et c'est là qu'il faudra parler du bleu de Prusse, comment on est arrivé pour mes boîtes, et ça sera le prochain podcast. Il y a beaucoup dans le podcast suivant. Donc voilà, les amis. Magnifique en clôture cette conversation intime maintenant. On la termine, je finis mon thé. Quelle joie d'entamer la suivante. À très bientôt. Oui.